Max. Bonjour Louis. Et salut. Salut à tous. Bonjour à tous. Alors on va attendre que les gens arrivent. Premier petit test technico-pratique. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que tout va bien ? Le son est bon. On va prendre ça à un point oui. En théorie, le son est bon. Apparemment, oui. Merveilleux. Alors, moi, je vais passer à faire la présentation. Nous sommes donc ici avec Max Goldenberg, responsable des admissions à l'EMI et conseiller d'orientation dans les métiers du web. Et nous avons aussi avec nous Louis Di Battista, assistant marketing et commercial, aussi au sein de l'EMI. Tout à fait. Alors, bienvenue à tout le monde. Donc, du coup, on est sur une émission numéro 3 spéciale orientation. Donc orientation surtout dans les métiers du web. On sait que Parcoursup a ouvert il n'y a pas très longtemps, donc du coup c'est vraiment le moment où les gens se posent la question: qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va étudier, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Et donc du coup on va discuter pendant un petit moment ensemble par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on a invité l'expert en question qui est Max qui lorsque vous arrivez à l'EMI, avec qui vous passez l'entretien d'admission. Et du coup, c'est pour tous ceux qui l'ont passé, s'il y en a dans le chat, je pense qu'ils pourront dire qu'effectivement, c'est des entretiens uniques en leur genre, on va dire. Oui, exactement, ça fait un peu peur dit comme ça. Bon du coup, je me présente rapidement. Donc moi, je suis Max, ça va faire bientôt 15 ans que je travaille dans ces métiers, indirectement, à peu près à tous les postes possibles et imaginables. Du coup, j'ai un peu roulé ma bosse dans les métiers du digital. Et je me suis découvert une passion tardive qui est maintenant de emmener les gens dans ce métier-là ou dans tous ces métiers-là et surtout de les guider. Donc là, ça fait 2-3 ans que je travaille effectivement à l'école européenne des métiers de l'Internet, dont on va au final très peu parler ce soir parce que ça fait du coup 2-3 ans que je fais ça et que je me rends compte que le principal problème que je rencontre chez mes candidats, c'est que pour beaucoup, ils sont extrêmement paumés dans ces métiers, dans ce qu'ils y font, dans ce que c'est, dans la réalité du truc. J'ai énormément de gens qui candidatent sans savoir, entre guillemets, à quoi ils candidatent, et d'où l'urgence de se lancer justement dans des sessions d'orientation bêtes et brutes. Alors un petit peu comme le conseiller d'orientation que vous aviez dans votre lycée. J'espère juste que ma barbe est un peu plus saillante. Mais globalement, du coup, voilà, on va essayer d'organiser des rendez-vous réguliers autour de cette histoire d'orientation dans les métiers du digital. Alors, on va commencer très simplement par un truc un peu bête, c'est définir les termes. Alors, par orientation, j'entends au sens littéral, c'est quoi que vous voulez faire dans votre vie. Donc là, effectivement, Jairo le disait, Parcoursup vient d'ouvrir. Ce qui signifie qu'on va vous poser une question un peu bête, surtout que généralement on vous la pose quand vous avez 17, 18, 19 ans, ce qui est un peu le pire moment pour vous poser cette question. Qu'est-ce que vous voulez faire pour les 30 prochaines années de votre vie ? Et encore 30, je suis sympa. Et la réponse honnête serait je sais pas, sauf que manque de bol, on vous demande de choisir là, maintenant, tout de suite. Ce qui va impliquer une formation, ce qui va impliquer éventuellement un déménagement, ce qui va impliquer une implication concrète, lire des bouquins, acheter des trucs, acheter du matos, etc. Et du coup, on va essayer ce soir, on va dire, de simplifier, expliquer ce que c'est les métiers du web, du digital, d'internet, etc. Voilà, parce que je pense qu'il y a une grande question que les gens peuvent se poser. Typiquement, je viens d'avoir mon bac, je commence ma recherche, on me parle de métiers du web. Les métiers du web, c'est quoi exactement les métiers du web ? Alors écoute, on va commencer par là. Bon, généralement, on a un avantage dans nos métiers à nous, c'est que les gens rencontrent Internet très tôt. Alors de plus en plus tôt d'ailleurs, mais globalement maintenant on estime que le premier contact avec Internet, ça va être quelque chose aux alentours des 6 ans parfois, peut-être même 5 ans. Alors bon, il y a des statistiques qui tendent à prouver que le premier smartphone arrive de plus en plus tôt, etc. Bref, nous on est des métiers que les gens connaissent au final très bien et extrêmement mal. Alors très bien parce qu'ils connaissent le support, ils ont un smartphone, ils ont ces bêtes-là, voilà, ils ont des trucs comme ça. Ils ont éventuellement un PC, ils ont un PC portable, ils peuvent avoir un PC fixe. Ils ont une PS4 sur lequel ils ont une télé. Voilà, nous revoilà. Je crois que on est revenu, excusez-nous, petit aléa du direct, c'est problème, des choses qui arrivent. Effectivement, donc je me suis perdu dans ma propre phrase. Donc voilà, nos métiers, c'est tout ce qu'il y a derrière l'Internet que vous connaissez et que vous ne connaissez pas d'ailleurs.
Donc nous, nos métiers, c'est de construire le site de votre boulanger, c'est de construire Amazon, c'est de construire Facebook, c'est de construire la totalité de vos applications mobiles, c'est de construire aussi le site intranet du boulot de votre père. Ça peut être de gérer le site vitrine d'une agence de tourisme en Papouasie. Ça peut être aussi de faire la promotion du jeu vidéo que vous adorez. Alors du site de World of Warcraft au site de League of Legends en passant par jeuxvideo.com, tout ça c'est nos métiers. Après, ça peut être aussi créer son propre site web, son propre portail Tout à de fait. vente, etc. Alors, pour faire simple, on catégorise nos métiers dans 4 grands domaines d'activité qui sont assez simples à lister. Donc on a les métiers du développement, donc les métiers qui concrètement demandent de construire la partie technique des sites internet, des applications mobiles, des objets connectés, etc., etc. On va avoir les métiers du design, qui sont donc les gens qui construisent les interfaces visuelles que vous voyez. Donc par exemple, cette très belle interface, qui est une très double interface, qui a été construite d'une part par Twitch et d'autre part par nos chers étudiants de l'EMI qui nous ont créé l'interface que vous voyez ici, qu'on remercie au passage. Tout à fait. C'est si vous pouvez juste donner leur nom, Eden Cohen, Alison Guenin, Ruben Avecera en 3 initiales. Vous avez fait du très très bon boulot. Ouais, c'est très cool. Merci si les vous gars. êtes dans le chat, coucou à vous. Et je suis très content de pouvoir bosser avec une interface aussi propre. Ouais, effectivement. Donc voilà, donc ça par exemple, ça c'est un pur boulot d'interactive designer, de gens qui vont faire du design utile. Alors beau d'une part, mais surtout utilisable, ergonomique. On viendra sur ça pour tous ceux que ça intéresse après. Et ensuite, on va avoir les métiers du marketing, donc les gens qui vont s'occuper de faire venir des gens sur des sites internet, les gens qui vont s'occuper de gérer tout ce qui est prix, fiches produits, textes, photos, images, enfin, bref, tout ce que vous voyez concrètement sur les sites, ce que vous pouvez lire et ce que vous pouvez, le contenu en fait. Et au-delà de ça, les gens qui vont gérer aussi toute la partie SAV, donc la partie réseaux sociaux, la partie logistique, même d'une certaine manière, la partie gestion en règle générale des clients. Et au-delà de ça, il y a un autre type de métier qu'on oublie souvent, qui est un métier, on va dire, générique à tous les métiers, qui sont les métiers du management. Donc les gens qui vont encadrer toutes les équipes qui travaillent dans le développement, dans le design, dans le marketing et en règle générale dans le web. Donc tous les chefs de projet, les business développeurs, les chefs d'entreprise évidemment, bref, tous les gens qui sont là entre guillemets en support aux équipes techniques. Voilà, donc ça, basiquement, c'est les 4 types de familles de métiers. Maintenant, à l'intérieur de ces familles de métiers, il y a un fourmillement de métiers très divers et variés qui sont généralement des spécialisations et qui sont des choses sur lesquelles les gens vont monter en compétences au fur et à mesure des années pour se spécialiser. Après, il peut même y avoir des recoupements. Des gens qui vont être à moitié développeurs, à moitié designers. Pourquoi pas même marketeurs, développeurs, designers. Ou purement manager, etc., etc. Tous ces métiers ont donc en commun un truc très simple, c'est qu'ils font du web et qu'ils font des sites internet ou des applications mobiles. Est-ce que je suis clair jusque-là? C'est cool. Moi oui, et moi je t'entends travailler tous les jours, donc... C'est vrai, pareil, hein, mais Par contre, il y a un truc que je pense que ce serait intéressant qu'on vienne. T'as fini par web, c'est du web. C'est vrai qu'on parle des fois de digital, on parle de numérique, on parle de internet. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? Comment on pourrait différencier ces expressions? On a un problème assez marrant dans nos chers métiers, c'est que nos métiers ont entre 15 et 20 ans. Donc c'est des métiers très jeunes, oui, mais qui sont responsables d'entre 10 et 20% du PIB mondial en ce moment. Donc extrêmement, extrêmement actifs. Ce qui fait que, globalement, il y a trop de termes pour définir trop de trucs, dans trop de langues. Donc typiquement en France, le terme digital semble être le terme qui définit le mieux nos métiers. Il y a juste un problème, c'est qu'en France, le digital, c'est ça. Donc là, je fais une spéciale dédicace à notre responsable pédagogique développement qui a envie de me lancer des chaussures à chaque fois que je dis le mot digital. Mais malheureusement, en France, digital, c'est le mot qui semble recouper les métiers du web. En vrai, on devrait dire numérique. Sauf que pour la plupart des gens, numérique, ça touche à l'informatique au sens large du terme. Alors, on va commencer par un clivage. Le digital n'est pas l'informatique. Éventuellement, on peut considérer que le digital est une partie de l'informatique, est une branche de l'informatique, mais c'est aujourd'hui une branche tellement grande que elle est un arbre en elle-même. Et pire que ça, c'est rarement des services ou des profils similaires. Alors, exemple très simple,
un développeur web et un développeur logiciel partagent parfois des méthodologies de boulot, parfois des langages, même si au final c'est de plus en plus rare, mais absolument pas des fins. C'est-à-dire qu'un développeur logiciel, lui, on va prendre l'exemple du jeu vidéo qui est assez populaire en 2021. Un développeur de jeux vidéo va développer concrètement un logiciel. Donc va développer avec des langages de programmation liés à du logiciel. Un développeur web peut tout à fait travailler dans le secteur du jeu vidéo. Lui, il va par contre s'occuper du site internet du jeu vidéo. Ou de gérer une partie très spécifique, par exemple du launcher du jeu vidéo. Ou de gérer éventuellement certains trucs en lien avec un site internet lié à un jeu vidéo. Les joueurs de World of Warcraft, par exemple, connaissent bien ça. Il y a des choses qui sont en lien au jeu, qui sont en lien à des sites internet externes, et ça, c'est des choses qui sont un peu hybrides. Mais dans 98% des cas, un développeur d'application et un développeur web ne pratiquent tout simplement pas le même métier, même si le mot développeur est le même. On peut travailler dans le monde du jeu vidéo, mais pas dans le jeu vidéo en soi. C'est-à-dire que le jeu vidéo regroupe plusieurs métiers, qui peut être depuis la communication, marketing, effectivement le site web. Mais pour prendre l'exemple spécifique du jeu vidéo, c'est même encore pire que ça. En France, on estime que sur 100 personnes qui travaillent dans le jeu vidéo, 90 travaillent dans le marketing. D'accord. Tout simplement pour une raison bête, en France, on produit très peu de jeux vidéo comparé à d'autres pays. Sinon, coucou Cyberpunk. Par exemple, très bon exemple, Cyberpunk, etc. Mais pour changer de secteur et pas parler que de jeux vidéo, dans le cinéma, des développeurs logiciels dans le monde du cinéma, il y en a quelques-uns qui vont travailler sur la partie technique des caméras ou des outils ou des choses comme ça. Par contre, une très grande majorité des gens qui travaillent dans le cinéma et qui sont développeurs vont être développeurs web, vont travailler sur des sites vitrines pour les sites, vont travailler sur de la promotion, sur Allociné ou sur des choses comme ça. Par exemple, si on prend, en parlant de cinéma, si on prend Netflix, oui. Qu'est-ce que fera un développeur web sur Netflix? Alors un développeur web sur Netflix, il développe Netflix en fait, au sens littéral du terme. Alors Netflix par exemple, c'est une techno qui est compliquée parce que c'est à la fois une techno pour les gens qui permet de regarder des films, donc il y a toute la partie j'appuie sur un bouton et ça lance une vidéo, mais il y a une énorme partie d'une complexité folle d'encodage de vidéos et de mise en streaming et de réseau en fait. Netflix, alors j'ai un peu de mal à estimer ça, mais je pense que 40% de leur activité consiste à gérer la partie réseau et télécommunication en fait des packages d'images à envoyer. Et ça, c'est un boulot de taré. Le vrai service de Netflix, c'est de vous permettre, sur votre petite connexion, d'avoir une image à peu près potable. Voire très potable. Et tout ça en un dixième de seconde, avec un son suffisamment de qualité, qui plante pas trop, etc., etc. Et du coup, là, on a parlé pas mal de développeurs, mais on n'a pas que ça. Dans les métiers du web, est-ce qu'on pourrait faire 2-3 exemples d'autres métiers Alors avec un immense plaisir. Bon, alors on va parler d'un métier, ce que j'appelle le métier tarte à la crème de nos métiers, qui sont les community managers. Donc les community managers, dans l'image du grand public, c'est des gens qui sont là pour poster des photos de chatons sur des pages Facebook, caricature évidemment. C'est des gens qui vont gérer donc la partie réseaux sociaux des sites, des entreprises, des activités, des choses comme ça. Merci. Juste, je me permets, vous pouvez trouver dans nos réseaux, on a fait une toute petite vidéo en résumant vraiment le métier du community manager. Vous pouvez trouver sur notre Facebook, notre Twitter. C'est un contenu qu'on va continuer à faire sur d'autres métiers, etc. Donc je vous invite à nous suivre et on va vraiment expliquer les métiers et les formations qu'on a à l'EMI de façon vraiment très très simple. En fait, l'objectif qu'on va avoir pour résumer cette petite partie-là, c'est de vulgariser au maximum, d'être le moins bullshit possible et d'essayer de vous donner toutes les infos. En fait, moi, ma façon de voir le problème, c'est de vous expliquer le truc suffisamment pour que vous puissiez l'expliquer à vos parents. Voilà. Parce que ça, c'est un grand truc classique, c'est moi, je sais que je veux faire ça. Par contre, alors l'expliquer à ma mère, compliqué. Et globalement, je me donne comme défi que si vous êtes capable de l'expliquer à votre grand-mère, c'est encore mieux. Bon, alors en ce moment, lui expliquez-lui plutôt au téléphone. Pour des questions. Donc je finis sur le côté community manager. Donc community manager, c'est un métier qui aujourd'hui consiste principalement dans l'imaginaire public à diffuser des photos de chatons aux gens. Sauf que dans la réalité, c'est un métier de SAV, c'est-à-dire que ça consiste à répondre à des gens pas contents ou contents, souvent pas contents, sur des problématiques du genre mes frites étaient froides, j'ai pas trouvé ça, etc., etc. Donc concrètement, c'est un métier de SAV. Par exemple, il y a un autre métier qui s'appelle le social media manager, qui a l'air d'être tout à fait le même, alors que pas du tout. Le social media manager comprend une énorme partie de
euh, comprend une énorme partie de stratégie, de publicité, de veille et en règle générale de marketing et de finance en fait. C'est un peu ce que nous dit Charlie W dans le chat. Il dit la plupart des PME de web et notamment dans le e-commerce, la community management, intégration, rédaction, SEO sont souvent mélangés. Tout à fait. Alors ça c'est un grand classique. En fait on est à une époque un peu particulière dans nos métiers où globalement maintenant c'est bon, je crois qu'on a plus ou moins fini, fait le boulot, voire le Covid a fini le boulot. Ça y est, maintenant tout le monde est convaincu qu'il faut du digital, il faut du web, il faut avoir un site internet, etc. Sauf que il y a de plus en plus de home orchestre et on embauche un mec qui fait du web. Alors après, whatever ce qu'il fait, et ça va être la machine à fabriquer de l'internet. Et il va faire le site internet, il va faire le SEO, il va faire des photos, il va faire du community management, il va faire des frites, du coca, tout ça. Enfin, il va faire absolument tout, le gars. Ça commence à se calmer parce qu'on commence à se rendre compte que tout ça sont des vrais métiers spécifiques, ce qui explique aussi l'explosion des offres de freelance. Donc on pourra parler un moment si ça intéresse des gens. En fait, on est dans un moment où c'est vrai que c'est très important d'avoir une diversité au niveau des connaissances et pouvoir assurer sur plusieurs domaines, mais c'est vrai que on va arriver à un moment, à un stade où il faut vraiment un spécialiste. Je veux dire, pour casser bien, à un moment, il nous faut un spécialiste pour pouvoir monter. En fait, le grand classique, maintenant, pour avoir travaillé quelques années en agence quand même, le grand classique, c'est les gens qui viennent te voir, qui ont une petite entreprise, une PME globalement, et qui viennent te voir en disant « Non, on a fait du digital, ça n'a pas marché. Du coup, on veut bien retester avec vous, mais c'est parce qu'on vous aime bien. » Ça, c'est le grand classique en ce moment. Et en fait, ce que dit la personne généralement, en sous-entendu, c'est bon, en fait, on a mis un tout petit budget, on a embauché ou on a pris un stagiaire, ça n'a pas marché, du coup, en vrai, c'est de sa faute, parce que c'est pas une question de budget, c'est pas une question d'investissement, c'est juste lui qui était mauvais. Ça m'amuse toujours un peu, je compare énormément nos métiers au métier du bâtiment, parce qu'au final, il y a beaucoup de parallèles à faire. Et ça me fait penser aux mecs qui ont acheté une niche pour chien en plastique chez Conforama à 50 € et qui se disent franchement j'ai essayé d'habiter dedans, c'est pas très agréable, il fait froid, la porte elle ferme pas. Et tu fais bah oui mais enfin du coup oui forcément ça va pas marcher quoi. Ouais. Après l'autre problème majeur d'internet étant que ça va extrêmement vite et que du coup 6 mois dans nos métiers c'est l'équivalent de 3, peut-être 5 ans dans d'autres métiers. Et du coup, le temps d'être à jour, le temps que tu mûrisses ton projet, généralement, il est déjà outdated, dans beaucoup de cas. Après aussi, c'est là où on retrouve un petit peu, même si on ne voulait pas trop parler de DEMI en soi, ce qu'on connaît, nous, maintenant un peu moins avec la situation sanitaire, mais l'échange entre les différents classes, les workshops, etc., les discussions, où souvent... une personne va pouvoir t'apporter une connaissance si tu es un petit peu curieux, etc. Et à la fin, en fait, je pense que quand tu sors de l'école, tu as tes connaissances propres, mais tu sais un petit peu toucher à d'autres choses. C'est ça. Et au moins, quand on te parlera de quelque chose, tu es en mode je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, je connais, de loin, mais je connais. En fait, généralement, tu connais le mec qui. Voilà. C'est surtout ça, en fait. Et en fait, le parallèle avec d'autres métiers est assez simple à faire. Je reprends l'exemple du bâtiment. On voit tous à peu près comment ça fonctionne une maison, mais on n'imagine pas à quel point construire une maison, c'est pas un métier, c'est pas 10 métiers, mais c'est 100 métiers. Électricien, ça veut rien dire. Alors on parle de quoi? On parle du mec qui va tirer les câbles, on parle du mec qui va faire les branchements, on parle du mec qui va concrètement faire un raccordement au branchement électrique de l'immeuble. On parle au mec qui va tirer les câbles internet justement, etc., etc. Ça, c'est des métiers spécifiques. Et en fait, le web, à chaque fois que tu ouvres une porte, tu en découvres 200 derrière. Et pire que ça progresse en permanence. Ouais. Donc voilà. Maintenant, pour prendre un autre exemple de métier, parce que je me suis perdu dans ma propre digression, comme toujours. Ouais, c'était étrange. Alors, le célèbre métier de web designer, qui en fait n'a pas grand sens en 2021. Parce qu'on devrait plutôt parler d'interactive designer, de motion designer, du UX designer, du e-designer et de tout ce genre de choses. Globalement, un web designer, c'est donc des gens qui font du web design, donc du design pour le web. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Sauf que là, on parle encore une fois de trop de choses.
nous, on a tendance à l'EMI à beaucoup plus parler, d'ailleurs dans les métiers à beaucoup plus parler d'interactive designer. Donc c'est des gens qui vont faire du design d'interface. Alors une interface, c'est quoi? C'est un machin sur lequel quelqu'un peut faire un truc. Généralement projeté sur un écran. Voilà, concrètement. Alors je suis volontairement très vaste parce que typiquement vous prenez la télécommande de votre télévision, c'est une interface dans laquelle quelqu'un peut faire un machin avec un truc. Le bouton pour éteindre la télé, c'est une interface qui permet d'éteindre la télé. À partir de là, on va se calmer. Nous, notre spécialité, c'est évidemment le design web, c'est-à-dire de fabriquer des interfaces web. Si vous regardez l'interface devant laquelle vous êtes, ça a l'air extrêmement simple. En réalité, c'est une complexité folle. Il faut trouver le bouton pour couper le son, il faut trouver le bouton pour monter le son, il faut trouver le bouton pour liker, pour mettre une cloche, pour télécharger. Il faut savoir où est le logo, où sont les notifications, où sont les autres chaînes Twitch, etc. Tout ça, ça a l'air très simple. Et c'est ça qui prouve que c'est une bonne interface. Et après ça, c'est que la partie viewer, on va dire, de l'autre partie où est Louis, qui est vivant et qui parle. Là, il y a encore une autre interface avec une autre logique réfléchie derrière. C'est ça. Globalement, le leitmotiv d'un bon interactive designer est assez simple. C'est quelqu'un qui fabrique un truc pour que quelqu'un d'autre n'ait pas besoin de réfléchir quand il utilise quelque chose. Et que ça se fasse de manière extrêmement instinctive. Intuitive. Globalement, l'objet, le paroxysme de l'interactive design, c'est une paille. C'est-à-dire qu'en étant nouveau-né, tu viens, t'as exactement 10 secondes, en théorie, tu es capable d'utiliser une paille. T'as pas besoin de tuto, c'est clair, net, précis, tu prends ta paille, t'absorbes, et il y a un liquide qui monte. Bon. Et évidemment, quand on parle d'une interface Twitch, c'est un tout petit peu plus complexe qu'une paille, mais c'est ça. Donc voilà, un interactive designer, c'est quelqu'un qui fait ça. Après, il y a plein de branches de métier dans l'interactive design, des gens qui vont s'intéresser plus à l'interface en tant que telle, donc les fameux UI. Designers, on va avoir les UX designers, qui sont les gens qui vont s'occuper non pas uniquement de l'interface, mais de l'expérience globale que va vivre l'utilisateur, d'où il vient, pourquoi il vient, qu'est-ce qu'il fait, je sais pas, du son, de la vidéo, etc. C'est vrai qu'on les voit souvent ensemble, les UI, les UX, des fois quand on se balade sur des offres d'emploi ou quoi que ce soit, on les voit souvent ensemble. Est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que pas du tout? Bon, de mon point de vue, oui. Si je peux, pour donner un peu de détails, c'est, on va dire que ensemble, ils comprennent le tout. C'est eux qui vont créer le design ensemble. Tu vas avoir les UX en fait qui vont être plus axés, on va dire directement sur les besoins de l'utilisateur. Donc c'est la user experience, donc UX. Et ensuite tu vas avoir les UI. Donc UI c'est user. Je vais dire interface en français, mais ça doit être autre chose en anglais. C'est terrible. Qui eux en fait vont plutôt donc avec ceux qui bossent en UX. Donc, qui ont vu quels étaient les besoins des futurs utilisateurs, les UI vont s'occuper justement de la création de cette dite interface. Là, c'est très barbare ce que je dis, et souvent une personne fait les deux, ou des fois, tu as des équipes complètes très séparées. Ça change beaucoup en fonction avec le format des boîtes, et ou bien même le format du projet. Alors là, je rebondis complètement sur ce que Charlie disait dans le chat. Lui, UX designer, c'est le full stack du design, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de gérer ce que les gens y voient, pour parler très primaire. Même si c'est d'une complexité beaucoup plus grande que ça et que souvent tu as des... Enfin, plus tu montes j'allais dire dans le budget, mais c'est un peu ça en fait, dans la taille de l'entreprise, plus ça va être carrément des services différents entre l'UX et l'UI. Et après, il peut même y avoir des gens qui sont spécialisés dans l'analyse de données spécifiques au design. Il y a des gens pour lesquels le design n'est qu'une succession de data. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonctionne? Où est-ce que les gens ils appuient? Sur quel bouton ils appuient, etc., etc. Ça, c'est encore un autre métier du design. Mais voilà, pour prendre un autre exemple concret, c'est ça. Et pour finir sur les exemples, on va prendre un exemple dans la partie management. Donc, il y a le traditionnel chef de projet digital. Qui est l'un de nos bachelors, l'un de nos bachelors. Tout à fait, donc le chef de projet digitaux pour parler de notre bachelor en tant qu'EMI, mais nous ne sommes pas là pour parler de l'EMI, qui lui a comme rôle de jouer le chef d'orchestre entre les équipes qui vont construire un projet, d'où le nom chef de projet digitaux. Alors en gros, lui, le but du jeu de sa vie, c'est de faire en sorte que le projet aboutisse, bon an, mal an, avec les équipes, que les équipes ne s'éventrent pas si possible, et que tout le monde soit heureux à la fin, en particulier le client ou le chef de l'entreprise à la fin. Et que, au-delà d'être heureux, que ça soit efficace, et que le projet soit abouti, mais abouti pas que dans le sens cahier des charges du terme, mais aussi abouti dans l'efficacité du truc.
Après, on pourrait aussi parler de product owner, ça c'est encore autre chose, qui est plutôt d'un niveau master, et c'est plutôt quelque chose en lien avec, non pas juste un projet, mais des projets, voire une famille de projets, voire une équipe de projets, etc. etc. Il y a. J'adore Wow. ta réponse, JB Glagla. Oui, JB Glagla, carrément. c'est ça. Oui, ça fait carrément peur tous ces métiers et tous ces mots. Je suis entièrement d'accord avec toi. Nous sommes le paradis des mots bullshit en ce moment. Après, c'est un nick qui fait peur aussi, hein, JB Glagla. Mais il y a une raison à ça en fait. En fait, alors ça, je vais parler personnellement. Je sais que des gens auront d'autres avis là-dessus, mais moi, mon avis là-dessus, c'est que le digital, comme je disais au début, c'est des métiers qui ont 15-20 ans. En réalité, ils ont plutôt 15 ans, voire même 10 ans dans leur structuration, et qui en 15-20 ans sont devenus 10 à 15% du PIB mondial. Quasiment. Indirectement ou indirectement. Du coup, ça a été une explosion tellement rapide qu'il a bien fallu nommer des trucs. Et quand on nomme des trucs sans avoir le recul nécessaire, ouais, on nomme des trucs de manière extrêmement pragmatico-pratique. Du coup, ouais, un chef de projet digitaux, c'est un mec qui va gérer des projets dans le digital. C'est con, hein, mais ouais, c'est ça. On n'a pas eu le temps de tous se concerter mondialement, déjà parce que ça veut rien dire tous se concerter mondialement. Dans nos métiers, on est beaucoup trop divers, on est dans des activités beaucoup trop pour nommer nos métiers. Si je prends l'UX designer, donc UX designer c'est pour User Experience Designer, effectivement, bah, ça porte ultra bien son nom, quoi. C'est le truc, c'est moi manger patate. Ça pourrait s'appeler comme ça. C'est très pragmatique. Un UI designer, c'est pour User Interface Designer, du coup, Louis, tant qu'on y est. Ça porte aussi très très bien son nom. Nos métiers sont généralement extrêmement pragmatiques. Alors après, il y a aussi un autre phénomène, c'est que nos métiers ont été souvent nommés par des startups américaines, pour faire simple. C'est un peu réducteur. Et c'est des gens qui ont essayé énormément de théories de management et qui ont essayé de mettre le plus d'horizontalité dans le management possible, avec plus ou moins de réussite. Et du coup, souvent, ouais, il y a des chefs partout, il y a des gens responsables partout, mais parce qu'en fait, c'est pas complètement faux. Typiquement, on n'est pas des métiers dans lesquels la hiérarchie est quelque chose de très facile à gérer. Parce que il arrive des équipes dans lesquelles le développeur, qui est censé être sous les ordres, entre guillemets, du chef de projet, gagne parfois 2 fois plus d'argent, bêtement, pragmatiquement, que le chef de projet. C'est tout à fait possible et envisageable. Du coup, c'est extrêmement compliqué de garder les gens, de les recruter, etc. Donc il y a tout un système de management derrière ces mots. Maintenant, voilà. Maintenant, soyons concrets. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'il y a des choses qui portent différents noms, qui sont nés à d'autres moments, époques, qui sont concrètement les mêmes métiers, mais qui portent exactement des noms différents. Il y a des entreprises dans lesquelles un product owner va être concrètement un chef de projet. D'autres entreprises dans lesquelles un product owner va être un product owner, c'est-à-dire un métier encore plus spécifique. Moi-même, j'ai pratiqué le métier de responsable commercial, de responsable marketing, de directeur marketing, de CMO, de responsable acquisition, et j'en passe et tout ça. Tout ça pour dire, ouais, mon métier à moi, c'est de gérer le fait qu'il y ait des gens qui viennent sur les machins. En tout cas, voilà. C'est très important pour vraiment rebondir sur ce qu'avait dit JB Glagla. C'était, en fait, il faut pas avoir peur. C'est moi, au début, c'est normal, on comprend rien, on est un peu noyé sous une marée de noms anglais, des trucs, wow. Mais en fait, pour le côtoyer un petit peu, donc Max entre autres, c'est quelque chose qu'en fait tu comprends très vite parce que ce sont souvent des postes qui, comme tu disais, sont en corrélation et en fait ils ont besoin l'un de l'autre pour exister. Finalement, tu te fais très rapidement à ces appellations, à ces noms, et au bout d'un moment, tu vas commencer à les utiliser et tu ne vas pas te rendre compte que tu auras tout de suite assimilé ces noms. Et le pire, c'est qu'à chaque fois qu'on se pose en disant ça serait bien qu'on essaye de cogiter à des noms un peu moins barbares pour nos métiers, très rapidement on se rend compte que ouais, mais non, en fait, ils sont pas si mal. Parce qu'en fait, ils veulent vraiment dire ce qu'ils veulent dire, quoi, dans beaucoup de cas. Alors, du coup, vous proposez des formations pour les gens en poste. Je suis dans le web et j'aimerais bien développer mes compétences en CSS normal. Notamment, vous avez des formations et tips pour travailler sur certaines plateformes PrestaShop, par exemple. Alors, on va décomposer ça. Alors, des formations pour des gens en poste, oui, non, un peu, peut-être, on discute. On en discutera en privé. Il y a des choses qu'on peut monter de toutes pièces. Il y a des choses qu'on a un peu packagées. Ça, c'est une question un peu spécifique. On voit ça après, en privé, etc., Charlie, parce que, encore une fois, j'aimerais pas trop parler de Lébi. Je suis dans le web et j'aimerais peut-être développer mes compétences en CSS notamment. Grand bien t'en fasse. Alors, je rebondis sur ça pour parler d'un truc. On a des métiers qui sont très chelous sur ce point.
Votre formation peut commencer en février ou en septembre et se finira dans 60 ans, à peu près. Jusqu'à ce que vous en ayez absolument ras-le-bol. Il n'y a pas de fin à la formation dans le web. On est des métiers dans lesquels à chaque fois que tu ouvres une porte, il y en a 10 autres derrière. Et à chaque fois que tu ouvres une de ces 10 autres portes, il y en a 10 autres à nouveau derrière. Sans parler de toutes celles que tu n'as pas explorées. Nos métiers sont aussi grands qu'Internet, et Internet est aujourd'hui l'équivalent de l'infini. Donc voilà. Et est-ce que vous avez des formations et tips pour travailler sur certaines plateformes PrestaShop? Alors, PrestaShop, non, pas spécifiquement, parce qu'on n'est pas affilié à un CMS en particulier, des tips toujours, mais on en cause avec plaisir. Maintenant, nous, on n'est pas affilié à un CMS en particulier, on va travailler sur tous, mais voilà. Quel est le salaire de quelqu'un qui travaille dans le digital? Alors, j'aime bien cette question incroyable, elle a le mérite d'être claire. Alors, dans le web, je pense que tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un poste que par rapport à la hiérarchie qui pouvait gagner beaucoup plus qu'un autre. Ouais. Et je pense que c'est venu de là. Ouais. Alors, dans le web, globalement, le salaire médian, il va se situer aux alentours de 35 000 € brut annuel, 36 000 € brut annuel, en début de carrière. Le problème avec cette phrase, c'est que ça, c'est vraiment si on fait une médiane de tous les postes, de tous les gens, dans tous les services, etc., ce qui est un peu absurde. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre. Nos métiers se pratiquent dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les tailles d'entreprise, dans tout. Dans le public, dans le privé, dans l'armée, dans la biotechnologie, dans la finance, dans la mafia, etc., etc. Non mais il faut être honnête. Voilà, tous ces métiers-là, tous ces secteurs d'activité-là comprennent nos métiers. Du coup, développeur web dans la Silicon Valley ou développeur web pour la boulangerie en bas de chez vous, ça va pas être exactement le même salaire. Alors, ça va pas être exactement les mêmes exigences au passage. Donc, il y a un énorme gamut de salaire. Maintenant, il y a une constante, c'est que par contre, en termes d'employabilité, de chômage et autres trucs du genre, il n'y a pas vraiment de chômage dans nos métiers. On est à un plein emploi ou un quasi plein emploi, à peu de choses près dans les 3 grands secteurs d'activité. En règle générale, si vous êtes compétent, vous trouverez du boulot. Et mieux que ça, vous retrouverez du boulot. Parce que par contre, il y a un truc qui est un peu générationnel dans nos métiers, c'est que changer d'entreprise, c'est un peu classique. Pas forcément que pour de mauvaises raisons. Hein. C'est pas du tout une question de se faire virer ou autre chose comme ça. Généralement, c'est plutôt l'inverse. Mais les gens qui font nos métiers ont la bougeotte. Beaucoup. Ils sont affamés de découvrir de nouveaux projets, de nouveaux secteurs, de nouvelles équipes, de bouger pourquoi pas dans le monde. C'est un métier souvent associé à la curiosité et encore une fois, comme à chaque fois que tu ouvres une porte, on a envie de 10 d'autres. Donc du coup, tu as très envie quand tu es développeur web de découvrir une nouvelle techno, voire même de te mettre au design, voire même de te mettre au marketing, voire même de lancer ta propre activité, voire même d'arrêter de lancer ton activité et de déménager au Pérou parce que tu as très envie d'aller vivre au Pérou et du coup de devenir développeur en Java, etc. etc. Après, c'est vrai, moi j'ai un ami qui travaille en tant que développeur et l'autre jour je parlais avec lui, il me disait je suis en train d'essayer de changer de voie parce qu'en fait, effectivement, c'est des gens qui du coup, il y a plein de projets et ils vont voir et c'est vrai qu'il y a cette curiosité de c'est quoi ce que tu fais et du coup, c'est là où effectivement il y a plein de changements. Après, ça va dépendre de chacun va peut-être avoir une carrière plus tranquille, mais c'est vrai qu'en soi, c'est des types de métiers où il faut que tu aies toujours l'envie de découvrir des choses. C'est ça. Et puis, en plus, comme tu es très souvent amené à rencontrer de nouvelles personnes qui font de nouveaux trucs et à travailler sur des projets fous, tu as une bougeotte naturelle dans ces métiers. C'est-à-dire que tu vas travailler sur un site e-commerce qui fait des figurines de manga. Je donne un exemple personnel en l'occurrence. Exactement. True story. Et tu vas te dire tiens c'est cool. En fait comment ça marche le e-commerce de produits les produits dérivés. Ah ouais c'est cool. En fait c'est super intéressant. Et puis du coup tu vas te lancer dans Amazon parce que ton client a envie de se mettre sur Amazon. Ok, tu vas développer des nouvelles technologies sur Amazon, tu vas dire putain c'est passionnant, et tu vas tomber dans tout ce qui est système d'infrastructure réseau d'Amazon. Bah tu vas devoir apprendre ça parce que là t'en as besoin, et puis tu vas faire mais en fait c'est passionnant, et en fait c'est super bien payé, et bim, tu vas te prendre 6 mois de formation et tu vas devenir spécialiste de l'infrastructure Amazon. Du coup, tu vas te retrouver à bosser sur un projet de livraison de matériel militaire au Kazakhstan qui ont besoin de flux extrêmement tendus de remontée d'informations. Tony Stark, il a commencé par là. Hein. Ouais,
Effectivement. Et du coup, tu vas te retrouver à faire ça. Puis du coup, tu vas bouger au Kazakhstan. Et en Kazakhstan, tu vas découvrir une super nana, du coup, tu vas tomber fou amoureux et tu vas devenir qui elle est designeuse d'interface dans l'armée kazakh. Alors, c'est très particulier comme problème. Et là, tu vas te passionner de design. Et en fait, en vrai, tu vas associer ces 3 compétences. Et toi, ton truc maintenant, ça va être de développer des interfaces réseau spécifiques pour les gens qui travaillent dans la manutention militaire. Voilà. Je vous donne un parcours qui est parti de... Moi, en fait, j'aime bien fabriquer des sites e-commerce pour des figurines. C'est parti loin, quand même. Grave. Tout à fait. On va revenir, il y avait la question, il y a JB Gaga qui est revenu par rapport à ce que disait qu'il n'y a pas de chômage dans notre domaine. Je te coupe, Oui, EasyPack, ta blague était très drôle. J'ai mis du temps, mais voilà. Saluons EasyPack. Ouais, c'était drôle. Bravo. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de chômage dans ce domaine. Comment ça? Alors, bah non, il n'y a pas vraiment de chômage dans nos métiers. Alors, depuis 5 ans, 10 ans, nos métiers sont en constante progression en termes de demande, en termes de déploiement. Je pense que vous aurez remarqué aujourd'hui que même le boucher de votre petit village a un Instagram. Je donne cet exemple pragmatique. Moi, j'ai découvert ça dans ma ville d'origine. Le boucher a un Instagram, tout à fait. Ce qui est un peu soit absurde, soit marrant. Mais du coup, nos métiers sont en pleine progression. Il y a une demande permanente, constante et en progression. Alors, évidemment, je vais faire un scénario de film hollywoodien, hein, ça n'arrivera pas dans la vraie vie, je vous rassure. Il y aurait pu y avoir une pandémie mondiale, un virus extrêmement contagieux. Je pense que vous avez vu des films là-dessus. Bon, je vous rassure, hein, ça n'arrivera pas. Mais si ça arrivait, ouais, ça aurait un peu boosté nos demandes et nos métiers. Ça, ouais, j'avoue, c'est une possibilité. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, quasiment 3 à 4 postes sur 10 qui sont créés en France et en Europe d'ailleurs sont des postes en lien avec Internet, le digital, le numérique et tout ça. Autant vous dire qu'il y a du boulot. À tel point qu'un des problèmes de notre métier, c'est pas tellement que de trouver du taf, c'est de trouver des bons profils. C'est que les RH suivent pas forcément. En termes de formation, même pour les RH même, les RH sont pas souvent formés à recruter nos profils. Et encore quand il y a des RH. À tel point que même l'autre problème, c'est qu'il y a confusion. Des gens qui ont fait des écoles de développement logiciel et qui se retrouvent à travailler dans le web, c'est maintenant un classique. Des gens qui ont fait une école de commerce entre guillemets classique et qui se retrouvent à gérer la partie réseau social alors que c'est pas leur formation du tout à la base d'une activité, c'est un classique, etc., etc. En plus de ça, comme on grignote énormément sur tous les métiers liés au commerce, au management, à la gestion et en règle générale à l'interface client, bah autant vous dire que oui, maintenant il y a énormément de travail. Par rapport à ce que tu disais des RH, ouais. Je pense que la question qui peut se poser souvent... Alors, rapproche ton micro, Jairo, je t'entends mal. Vous m'entendez mieux? Ouais, carrément. D'accord. Je dis que la question, je crois, qui peut se poser souvent, c'est comment est-ce que je peux savoir, moi qui n'y connais absolument rien en informatique, en internet, en web, en digital, à part de scroller sur mon smartphone, que ça me plaît? Alors ça, c'est une super bonne question. Alors, déjà, aussi bizarre que ça puisse paraître, le fait d'être un gros consommateur d'internet, alors même pour des choses genre les gens qui traînent sur Reddit, même juste ça, c'est déjà un bon indicateur. Si le média vous plaît, alors vous plaît, pas juste aller voir des films sur Netflix, hein, mais si le média vous plaît, que vous avez plaisir à traîner sur internet, simplement, ne serait-ce que suivre des fils Twitter, faire partie d'un forum où vous parlez de Pandarou, j'en sais rien, traîner sur les réseaux sociaux en règle générale ou sur des activités internet, déjà c'est pas un mauvais début en fait. Parce que, in fine, ça consiste à ça. Après, les questions qu'il faut que vous posez là-dessus, c'est est-ce que vous avez plaisir à fabriquer des trucs qui vont être vus par des gens à travers internet? Alors, c'est évidemment très 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 vaste comme question. Et ça peut même être aussi bête que est-ce que vous avez plaisir à faire un bon post Facebook où il y a 50 de vos potes qui like? Alors,
aujourd'hui, c'est 50 de vos potes. Est-ce que demain, ça sera 50 clients? Est-ce que demain, ce sera des interfaces spécifiques où vous inciterez des gens à voter pour la prochaine campagne électorale, ou j'en sais rien. Mais déjà, vous avez un peu cette relation-là. La deuxième chose, est-ce que vous aimez faire des trucs à distance avec vos potes? Alors, évidemment, il y a un classique là-dessus qui s'appelle le jeu vidéo. Si vous avez plaisir à faire du jeu vidéo avec des potes ou des inconnus d'ailleurs, à distance, en vous synchronisant là-dessus, bah, globalement, vous avez déjà fait presque 40%, voire 50% de nos métiers. Parce que nos métiers, c'est ça. Hein. C'est discuter avec des gens à distance pour fabriquer des trucs en commun à travers Internet, pour Internet, sur Internet. Quoi. Et Par au-delà contre, de ça, d'une partie de Among Us, on peut terminer un métier du web. bah, ouais, carrément en fait. Bah, d'une certaine manière, c'est un travail collaboratif à distance qui demande une synchronisation d'une équipe pour accomplir une tâche commune à travers Internet. Ouais, rajoute là-dessus du développement web et c'est ça, quoi. Ouais. Ou du design, du market, quoi. Après, il y a l'avantage. Vas-y, Louis. Excuse-moi, enfin moi, pour rester dans cet exemple-là, en fait, du jeu vidéo, je pense que le meilleur exemple, c'est d'ailleurs Max qui m'en avait parlé. C'est si on prend tout ce qui est MMORPG, grand jeu de stratégie, tu vas prendre quelqu'un qui va être le leader, qui va faire donc de la stratégie, qui va ressembler à un groupe. Tu as devant toi un profil parfait de chef de projet. Tout à fait. Il va rassembler, il connaît les différentes on va dire, compétences de chacun des membres de son équipe. Il sait de quoi il a besoin, il sait dans quel chemin aller, quels sont leurs objectifs, j'ai du mal à le dire. Et il rassemble son équipe et il fait ça. Un chef de projet, c'était exactement pareil. Il sait qui est développeur, qui est designer, qui est marketeur. Il les rassemble, il fait nous on veut faire ça. Ils vont bosser ensemble pour le faire. Tout à fait. Après, avant de répondre à ta question, EasyPack, qui est une très bonne question, au-delà de ça, c'est pas forcément obligé d'être gamer, hein, mais au-delà de ça, autre question, est-ce que vous avez une sensibilité plutôt artistique? Il y a des métiers pour ça là-dedans. Plutôt technique, il y a des métiers aussi pour ça là-dedans. Ou plutôt commercial, il y a aussi des métiers pour ça là-dedans. Ça, c'est un énorme avantage dans nos secteurs. C'est qu'il n'y a pas de branche fermée. C'est-à-dire que quelle que soit, entre guillemets, votre aspiration de base, vous êtes plutôt quelqu'un de social, il y a du boulot. Si vous êtes quelqu'un, au contraire, de beaucoup plus réservé, de très renfermé, qui aime la partie technique, voire la partie mathématique, il y a énormément de boulot. Si vous êtes quelqu'un de très créatif, il y a du boulot. Si vous êtes quelqu'un, même d'une certaine manière, de très sportif, de très tchatcheux, de très contact, il y a aussi du travail. Ça, c'est l'énorme avantage. Après, l'autre façon de voir la chose, est-ce que ces métiers sont aussi faits pour vous? Ça va être bête, mais quelle est votre relation à travailler derrière un ordinateur? Alors, c'est pas forcément un cliché absolu, c'est-à-dire que vous n'allez pas devoir travailler forcément 15 heures par jour derrière un PC, mais quand même, partez du principe que si vous êtes incapable de vous mettre derrière un écran pendant plus de 3 heures d'affilée, ouais, là ça va être compliqué. Là, je devais donner un contre-exemple. Excuse-moi, je te coupe. J'ai une question. JBL très active avec EasyPack. On les remercie. Donc, effectivement, qu'elle est un peu perdue, elle sait pas où elle en est. Donc, du coup, ça rejoint ce que dit EasyPack, il y a beaucoup de métiers que c'est pas forcément de trouver le bon. Ouais. Mais surtout, je vais revenir sur le dernier post qu'elle met. Elle dit je suis une fille. Du coup, est-ce que ça change quelque chose? Alors, du coup, on va commencer par la fin sur les 4 dernières questions qui sont top. Est-ce que ça change quelque chose? Absolument rien. Et en fait, de moins en moins. Il y a 10 ans, je t'aurais peut-être dit oui, que c'était quand même des métiers, évidemment, avec tous les clichés qu'on peut imaginer, un peu sexistes, etc. Mais aujourd'hui, absolument rien. En fait, nos métiers commencent à tendre, à mon goût, encore une fois, ça c'est un avis personnel, et je serais curieux d'avoir des avis d'autres gens là-dessus, mais nos métiers tendent de plus en plus à devenir une bête et simple question de compétences. C'est-à-dire que, au bout de 5 ans, par exemple, de pratique, d'études, de ce que tu veux, si tu es une fille, entends bien ce que je veux dire, si tu es une fille, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans de compétences, t'es plus une fille. T'es une développeuse, t'es une designeuse, t'es une marketeuse, t'es ton métier, t'es ta compétence. Et que du coup, le fait que tu sois un homme, une femme, musulman, juif, chrétien, blanc, roux, noir, ce que tu veux, petit, nain, ouais, c'est un détail. Et c'est un petit détail, en fait. Après, si tu veux... Ouais, vas-y. On le voit à l'EMI.
de tête, je crois qu'on est sur 40% de filles en première année. 35, 36. 35-40, on est dans ces eaux-là. Ouais. Et sinon, on a même, pour ceux qui étaient présents lors de l'émission 2, on a Maëlys, directrice pédagogique. C'est un top tiers. C'est un top tiers. Et quand Maëlys arrive, on se pose pas la question, c'est une fille, c'est pas une fille. Ouais, voilà. C'est juste, c'est Maëlys et toutes ses compétences derrière qui vont t'écraser parce que top tiers. En fait, on est des métiers dans lesquels ton genre, ton sexe, ton âge, même ton âge, hein, en vrai. Moi, j'ai des gens qui me sèchent et qui ont 18-19 ans. Et dans lequel, alors, j'ai un peu de bouteille, mais dans lequel j'oublie très rapidement qu'ils ont leur âge. Et d'ailleurs, je m'en fous, en fait. Et très rapidement, je m'en fous. À l'inverse, j'ai des mecs de 75-80 ans qui sont des brutes. Et des nanas aussi. Et si tu veux, en fait, moi, j'appelle ça le phénomène pseudo. C'est-à-dire que très rapidement, le fait que tu t'appelles Pierre, Paul, Jacques, Louis ou n'importe quoi, ça devient un détail par rapport à ton pseudo et entre guillemets ta légende professionnelle. Et c'est de moins en moins important. Au début, oui, tu seras très probablement une fille. Et au fur et à mesure, tu deviendras ton pseudo ou un truc du genre et ta compétence. Et du coup, voilà. Du coup, ça se voit en fait. Le travail est visible sur l'interface, sur l'app, sur la page web. Et du coup, on saura ça a été fait par un tel. Et tu seras la personne qui a fait ça, en bien ou en mal, selon tes compétences. On espère forcément qu'en bien, mais tu seras cette personne. Ah oui, mais c'est lui, elle, qui a fait cette web, ce truc. Et très rapidement, c'est ça qui prendra le dessus. Mais c'est valable pour tous les sujets, en fait. Et pour les âges, parce que c'est vrai qu'à l'EMI, on a des personnes de tous les âges. Alors là, des mecs de 17 ans, de 20 ans, de 50 ans ou n'importe quoi. Bon, 50 ans, on n'a pas encore, mais notre doyen, c'est 45, c'est ça ? 45, ouais. Et voilà. Mais voilà, mais ça, entre guillemets, c'est un détail. Et plus tu vas monter en compétence, plus ce le sera. En fait, ton objectif, si je devais le résumer comme ça, c'est que ça devienne absolument pas un sujet, en fait. Femme, homme, enfant. Et là, elle nous parle de l'embauche. Je trouve ça super intéressant. Le sexisme à l'embauche. Alors, le sexisme à l'embauche. Moi, si je peux répondre, si tu veux, Max, ceci également. Non, mais si tu veux. Hein, c'est de par ses activités associatives, en fait. Bah ouais, enfin voilà, si moi je trouve parce que je fais une petite instant pub, je fais partie d'une association qui promouvoit la mixité dans l'e-sport, le jeu vidéo et l'audiovisuel en général, qui s'appelle Gamer. Donc dès que ça parle un peu de mixité, de tout ce qui est féminisme et donc de la place des femmes dans le digital, je me suis pas mal intéressé. Après, je suis pas le meilleur interlocuteur parce que je suis même un homme et je vais pas cacher encore une fois, on va dire mon avantage à être un homme, hein, toujours, parce que ça existe encore malheureusement. Par rapport aux filles, en fait, évidemment, vous m'excuserez le terme, il existe toujours de vilaines personnes dans ce monde qui ont des états d'esprit un peu vieillots. C'est-à-dire que t'es une fille, donc forcément, pourquoi pas, si je rentre dans le cliché, t'es moins compétente qu'un homme. Voilà, ça existe encore, partout. Après, nous, là où on est très content, c'est que dans le digital, /numérique, /web, bah en fait, tous les 5 ans, avec la tech qui évolue, les nouvelles personnes qui viennent, et étant donné que on a encore beaucoup de nouveaux postes qui s'ouvrent tout le temps, c'est tellement tout le temps en mouvement, tu as toujours de nouvelles personnes, et ces nouvelles personnes, ça apporte quoi ? Ça apporte de nouvelles, on va dire, nouvelles idées, une nouvelle façon de penser. Et donc, au fur et à mesure, on voit beaucoup moins de sexisme, on va dire brut, en mode non, vous êtes une femme, je vais pas vous prendre. Alors que maintenant, comme l'a dit Max, c'est vrai que au niveau des compétences, c'est surtout ça qui va compter en fait pour vous. C'est vous êtes compétent, vous n'êtes pas une femme, vous n'êtes pas un homme, vous êtes quelqu'un de compétent, qui remplit des cases, qui remplit les critères demandés pour tel poste, donc on va vous engager pour ça, pas pour votre sexe ou vos croyances ou quoi que ce soit. Après, pour compléter ça, le retour que j'ai de mes potes et potesses, c'est que c'est de moins en moins vrai, voire même plus du tout vrai, voire même maintenant on commence à voir poindre l'inverse. Alors l'inverse, c'est pas de la discrimination positive, mais de plus en plus de femmes dans tous les métiers et dans tous les secteurs. Bon, nous, à l'EMI, là, je fais le petit instant où je parle de l'EMI, on est évidemment très fiers d'annoncer nos 35-40% de femmes dans tout le campus. Et en même temps, je me faisais cette réflexion l'autre jour. Ouais, on en est fiers, mais je sais plus pourquoi, parce que c'est un peu absurde. Oui, évidemment. Enfin, je suis fier de dire ça, mais en même temps,
j'ai un peu honte de mes métiers qu'on ait besoin de le préciser tellement ça devrait pas être un sujet. J'ai très très hâte qu'on n'ait plus du tout de polémique, de quoi que ce soit, et qu'une année on est 51% d'hommes et une autre année on est 51% de femmes, voire même qu'un jour on se dise ah bah tiens c'est marrant cette année on a 70% de nanas ou 70% de mecs, mais que ça soit un détail et pas un sujet de conversation. L'élément oui, c'est super intéressant, mais je pense qu'on se dévie un petit peu du sujet. tout à fait. En plus, Julie Gaga, je crois qu'on nous a répondu, je pense qu'elle est satisfaite. Je vois deux questions, parce qu'on va revenir sur l'orientation. Oui. La première qui nous dit, j'ai 29 ans, vu que je pense que pareil, c'est lorsqu'on a parlé de notre doyen et des âges. Je Ouais. travaille depuis 8 ans dans l'hôtellerie, et j'ai envie de changer de métier, bonne ou mauvaise idée. Et on a aussi une deuxième question qui est, moi j'ai peur de m'engager dans le digital au bout de 3 mois, ça m'intéresse pas. Elles sont très différentes, mais toutes les deux très intéressantes. Alors, c'est super comme question, je vous remercie. Alors, on va commencer par j'ai 29 ans, je travaille depuis 8 ans dans l'hôtellerie et j'ai envie de changer de métier, bonne ou mauvaise idée. Alors, la reconversion professionnelle dans nos métiers, c'est un immense classique. Il y a plein de gens qui font ça, soit en autonome, soit avec des écoles, soit avec des formations accélérées, soit ça. En règle générale, que t'aies 19 ans, 30 ans, 40 ans, ou peu importe, si ça te passionne, si c'est ton truc, si ça t'éclate, fonce. C'est des métiers où il y a du boulot, donc il n'y a pas trop de risques non plus à ce que tu te plantes complètement. C'est pas comme si tu voulais devenir les gens qui font les vitraux, les vitraillers, c'est ça. Vitrailler, c'est compliqué. Alors c'est un super cool métier, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être 50 personnes en France qui concrètement sont en vitrailler. Je ne suis même pas sûr du mot vitrailler. Donc on va prendre chaudronnier pour l'exemple, voilà. Nos métiers, c'est 3 embauches sur 4 en France, 3 embauches sur 10 pardon, en France. Donc il n'y a pas trop de risques là-dessus. Donc si tu veux te reconvertir, vas-y, fonce. Et évidemment, je ne vais pas te dire le contraire. Ceci dit, je vais quand même te mettre en garde sur 2 choses. Reprendre ses études à 29 ans, ça se fait, c'est pas un problème, mais c'est au prendre au sérieux. Ça va pas du tout être suffisant de te taper 3-4 vidéos YouTube le lundi ou le mardi soir quand tu auras la motivation de ça. Si tu veux le faire, fais-le et prends le problème au sérieux. Trouve-toi une vraie formation, c'est-à-dire un truc où tu es accompagné. Si tu le sens de commencer par une petite formation en ligne, vas-y, mais prends le truc au sérieux. Donne-toi des objectifs, clairs, nets, précis, timés, et remets-les en question en permanence. Est-ce que tu es allé assez loin ? Est-ce que concrètement tu sens que tu es embauchable, etc., etc. Et pas honte pour le coup à envisager de retourner carrément sur les bancs de l'école. Moi, des gens, encore une fois, à l'EMI qui ont même plus que 29 ans, j'en ai. Alors, j'en ai évidemment pas une majorité, mais je pense que ça se compte au moins en dizaines, voire peut-être même en quinzaine maintenant. Donc, de plus en plus. Absolument pas peur de ça. Bon, évidemment, il y a un petit effet, on va dire, de mode, c'est-à-dire que le digital, elle va en poupe et la plupart des gens se disent que ça pourrait être des métiers pour eux. Fais attention à ça et je rebondis sur ma merveilleuse transition pour changer de question. Moi, j'ai peur de m'engager dans le digital et au bout de 3 mois, ça ne m'intéresse plus. Alors, c'est une super question, mais je vais te rassurer là-dessus. Je le vois que très rarement. Des gens qui se sont dit, tiens, je vais faire ça et en fait, non. C'est très rare. Pourquoi ? Encore une fois, parce que le digital, c'est ultra vaste. Il y a tellement de sujets, il y a tellement de métiers, il y a tellement de secteurs que quand même, pour que ça t'intéresse plus du tout, faudrait salement que tu sois pas intéressé par, j'allais dire grand-chose, j'exagère, mais que tu ne trouves rien qui t'intéresse, soit dans le commerce, soit dans la créa, soit dans la technique. Si tu veux, généralement, le vrai sujet, c'est pas tellement est-ce que tu as envie de faire du digital ou non, parce que, entre guillemets, si la question te titille, la réponse est a priori oui. La question, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire là-dedans ? Et c'est une des raisons pour laquelle nous, on a conçu, par exemple, notre première année en mode tronc commun. Notre première année, nous, on vous posera jamais la question qu'est-ce que vous voulez faire comme métier ? On vous posera comme question ok, est-ce que tu veux faire ce genre de métier-là ? Ok, bouge pas. Dans 1 an, tu commenceras à te poser la vraie question du vrai métier. Pour l'instant, tu vas partir sur 1 an de formation dans lequel tu vas faire du développement, du design, du marketing, du management. Tu vas goûter à tout. On va te former à ce que j'appelle le niveau 1 de la compétence de tous les métiers.
Et à la fin de ça, concrètement, là, tu pourras choisir. Là, Au revoir, on dit au revoir à JB Glagla. Merci beaucoup d'avoir été présente et pour tes questions. Et alors, Ziak, je ne sais pas si tu es toujours dans le chat, j'espère. Je pense que ce serait intéressant d'avoir un peu une réponse à toi, de nous dire quelles sont les choses qui, justement, au jour d'aujourd'hui, peuvent te donner l'envie d'aller vers le digital, pour voir justement si Max peut t'aider par rapport à ça, et est-ce que ce sont des bons débuts ou des bonnes bases qui vont ensuite te confirmer que dans 3 mois, ce sera toujours bon pour toi. Donc si tu es là, n'hésite pas à nous répondre. Après, moi, si je peux donner un petit avis sur la question, pour moi, en fait, le plus gros avantage du métier digital et après on va dire, de la relation des différents métiers à la personne, ça va être à quel point vous êtes curieux. À quel point vous êtes curieux. Et ça va être durant toute votre vie si jamais vous bossez dans un métier du digital. Étant donné que tous les 5 ans, on va dire en moyenne, il y a une nouvelle technologie qui arrive, qu'il y a quelque chose qui évolue, qui change plus ou moins les trucs, c'est à peu près comme ça. 6 mois. Ouais, même 6 mois, enfin voilà. Non, mais quand je dis 5 ans, c'est vraiment un truc qui va plus ou moins révolutionner un gros truc. Voilà. En fait, même, et comme le dit Max, tous les 6 mois, vous allez avoir une nouvelle tech, un nouveau truc qui sort, une nouvelle façon de voir la chose, et donc c'est à quel point vous êtes curieux. Moi, j'ai une technique perso qui marche très bien, du moins à chaque fois que je l'ai proposé à des gens, je trouve que c'est une petite astuce marrante que je vous conseille. Attends, pourquoi est-ce que je m'entends ? Voilà, excusez-moi. À partir du maintenant, tu vas jouer à un truc, Ziak. Tu vas prendre ton téléphone. À chaque fois que tu vas utiliser une appli, tu vas te demander et pourquoi en fait ils ont fait le truc comme ça. Alors tu prends Uber, tu vas te demander tiens c'est marrant, pourquoi est-ce qu'ils ont positionné tel bouton là ? En fait ils gagnent de l'argent comment Uber ? Parce que bon, ok, c'est un service de livraison de taxi, mais combien ils gagnent d'argent ? Pourquoi ils gagnent de l'argent comme ça ? C'est quoi la logique ? Je sais pas, tu vas faire une commande sur, on va prendre Deliveroo, ok ? Comment est-ce qu'ils ont conçu leur appli ? Ça fonctionne comment ? C'est quoi la logique ? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis le truc là ? Si ce genre de grattage t'amuse, c'est bon, t'es dedans. Et généralement, c'est comme ça qu'on tombe dans le piège. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ouvre une porte, la fameuse porte qui en amène sur 10 là, tu vas te dire, tiens, c'est marrant. L'autre jour, qu'est-ce que j'ai utilisé comme truc marrant, moi ? J'ai utilisé YouTube, mais sur un frigo connecté. Je me baladais comme ça et puis je suis tombé chez un pote sur un frigo connecté. Et un frigo connecté, c'est très marrant comme objet, parce que bon, la base d'un frigo connecté, c'est de vous permettre de savoir ce qu'il y a dans le frigo, en théorie. Et sinon, de regarder YouTube. Et en fait, YouTube sur un frigo connecté, c'est très très drôle, parce que ça part du principe que tu es en train de faire un truc à côté, donc ça doit être ultra facile d'utilisation. Bon, alors après, on parle de Google, donc Google, les frigos connectés, ça a dû les éclater, ils en mettent une équipe complète là-dessus. Et du coup, c'est une interface qui n'a rien à voir, qui, à mon avis, doit être la même interface que ce genre de trucs connectés. Des appareils ménagers connectés. Et donc voilà, donc là, ils ont fait une interface très, très, très spécifique pour être utilisée par des gens qui sont quasiment pas devant. Autre exemple marrant, j'imagine qu'ici, il y a des gens qui doivent avoir une console de jeux vidéo, une PS4, une Xbox, etc. J'imagine que vous avez forcément essayé de lancer un Netflix ou un truc comme ça sur votre PS4. L'interface de Netflix sur PS4 est ultra intéressante. Même si elle n'a pas l'air. Et justement parce qu'elle n'a pas l'air. Ça marche plutôt bien, tu trouves ton truc rapidement, c'est facile de taper un texte. Mais en vrai, c'est une tannée. Une manette, c'est pas fait pour taper du texte. Ça paraît bête comme phrase. Mais vraiment, c'est le cas, quoi. Donc voilà, si vous voulez vous poser la question, est-ce que c'est fait pour vous ? Bah, grattez un petit peu et arrêtez de consommer Internet comme un simple utilisateur, du coup. Imaginez si c'est vous qui avez dû faire le truc et comment, pourquoi, dans quel sens vous auriez fait les machins. Et si vous commencez à gratter ce genre de truc, c'est bon, vous êtes dedans. Si ça vous amuse, si vous vous rendez compte que dépasser 10 minutes, en vrai, vous dites non mais je me fous complètement, vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Bon, je vous dirais pas que les métiers sont pas faits pour vous, mais si ça vous éclate pas, ouais, pas un bon signe, c'est sûr. On a la réponse de Ziak, il dit j'ai posé cette question parce que comme tous les jeunes j'utilise des réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Instagram, mais sans plus. Ouais. Alors, c'est déjà un très bon début en fait. Ouais, c'est un très bon début, mais alors je vais te dire un truc marrant. Moi ça fait 15 ans que je fais du web, je suis sur le web, etc. Et complètement pareil que toi en fait, Ziak. Moi le côté réseau social, je m'en tape un peu. J'aime bien, hein, comme tout le monde, j'ai un Facebook et machin, j'ai un Insta, mais ça prend pas sur moi. Moi ce que j'aime bien c'est les débats. Moi, ce que j'aime bien, évidemment, c'est Messenger, etc.
Mais de là à montrer ma vie fictive de mes vacances aux Bahamas à tous mes potes pour les faire baver, ça marche pas du tout sur moi, et ça, je m'en tape. Moi, mon truc, perso, max, Internet, ce que j'aime, c'est fouiller. J'adore fouiller. J'adore voir des trucs, j'adore explorer des trucs, j'adore explorer des façons de voir le monde, j'adore voir des trucs avec lesquels je suis pas du tout d'accord. Moi, j'adore le débat sur Internet. Ça, c'est Mais mon après, truc à moi. ça, on peut le retrouver sur les réseaux tout à fait. Par Tout à exemple, fait. sur Twitter, tout ça, qui est sur Twitter le sait, là, c'est vraiment l'endroit où tu peux te perdre et de voir des trucs. Tu découvres même Instagram, par exemple, avec Mais- les raids, tu vas découvrir des trucs. Moi, je crois que c'était hier, je me suis Mais- perdu sur le. J'oublie le nom, c'est ces machines, c'est quand tu es dans la mer qui te permettent avec Oui. des jets de voler. Je suis tombé sur une vidéo comme ça, j'ai passé peut-être 1h30 dessus, j'ai partagé ça à tout le monde, je fais il faut qu'on fasse ça dès qu'on peut. Et en fait, on retrouve ça dans les réseaux, le découvrir des choses en fait. En fait, le côté réseau social a l'air d'être Internet, bon, en grande partie parce que c'est ce qu'ils essayent de faire, mais ce n'est pas que Internet. Mhm. Oui. C'est vraiment, alors c'est pas un détail hein, clairement, mais c'est pas l'unique chose du métier, loin de là, mais vraiment loin de là. C'est même moi dans mon activité de tous les jours professionnelle, ouais, les réseaux sociaux, ça doit représenter peut-être 5-10%. C'est pas du tout la même vie qu'on vit et Jairo pour le coup. Jairo est un bon contre-exemple. Mais moi, ma vie professionnelle à travers Internet, c'est beaucoup plus nouer des contacts avec des gens, discuter avec des gens. Je dirais que pour moi, Internet, ça doit être 80% de discussions à travers des machins. Discord, Messenger, Insta pour le coup, WhatsApp, j'en passe. Quoi. Après, pour répondre à Zach, il me fait penser un petit peu à Chirel, dont on a fait un portrait la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Et Chirel, aujourd'hui, elle travaille dans une agence d'événementiel, si je dis pas de bêtises. Et elle est carrément en contact avec les réseaux. Il faut carrément qu'elle... du coup, il faut qu'elle parle dessus, il faut qu'elle rentre en contact avec des influenceurs, parce que je crois que c'est vraiment sa spécificité à elle. Donc du coup, même si effectivement pour Max, ça va pas forcément être le cas, et pour d'autres personnes, pas non plus, pour Chirel et pour d'autres personnes, oui, au contraire, ils vont être carrément dedans. Effectivement, moi aussi, ça fait partie de mon quotidien. Donc en fait, je pense que la meilleure façon de faire, c'est toujours s'informer. C'est tout bête, hein, mais je pense que LinkedIn est sous-coté. Je pense qu'il faut beaucoup plus utiliser LinkedIn pour rentrer en contact avec des alumni, rentrer en contact avec des gens, poser des questions par rapport même à notre école ou à n'importe quelle autre école. Et puis comprendre un peu les métiers, surtout comprendre les métiers. Surtout. Oui, tu peux trouver des métiers des web où tu ne toucheras pas un Facebook, Instagram de ta journée, d'autres, tu vas être tout le temps dessus. En fait, tu as aussi toute une énorme partie d'Internet qui est tout simplement la partie technico-pratique. Là, en fait, quand on parle de réseau social, indirectement, on parle de marketing, en fait. En tout cas, d'un point de vue professionnel. Si tu fais ne serait-ce que du design ou du dev, la partie réseau social, les devs et les réseaux sociaux, déjà, il faut qu'ils aient un compte. La plupart, c'est même pas fréquent. C'est bon, je suis dans le cliché, ils vont tous me taper. Mais globalement, c'est pas du tout la même ambiance, quoi. Un développeur, lui, il est content que quand il fabrique une super techno et que à la fin, quand tu appuies sur un bouton, ça change un bouton en vert. Hein. Ça, ils sont très très contents. C'est plus ça, et c'est pas du tout la même logique. Un designer, lui, pour le coup, il est content quand le bouton vert, il est trop beau, ou il est trop bien fait, ou en fait, les gens, ils le trouvent tout de suite. T'as d'autres gens, même dans le web, où le métier, c'est d'analyser les données de tout ça. Eux, ils s'en fichent des réseaux sociaux, la seule chose qui les intéresse, c'est que des gens considérés comme des femmes aient appuyé sur le bouton liker d'un truc à 3h30 du matin. Parce qu'ils avaient prévu ça, et en fait, ça s'est bien passé. En fait, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Je pense que vu qu'on est dans l'orientation, pour revenir un peu sur le sujet, c'est la recherche, c'est se poser les bonnes questions pour ensuite les poser aux personnes en face. C'est les responsables d'admission des différentes écoles, les conseillers d'orientation. Donc du coup, en fait, c'est ça l'avantage du web. Après, à partir du moment où tu aimes quelque chose du web, tu vas y trouver ton bonheur. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Jairo. Oui ou pas, en fait. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est qu'évidemment, si vous demandez à quelqu'un qui est épanoui dans son métier, ou à moi, qui évidemment, je vis dans le digital depuis 15 ans, etc., donc moi, j'adore ça, je suis passionné de ça, je vis dans tout ça, je ne vais pas vous dire le contraire, et je ne peux pas parler pour vous. Par contre, il y a un truc que je peux faire pour vous, et surtout pour vous conseiller de le faire, bidouiller un truc, en fait. Fabriquez un machin, et voyez si ça vous éclate.
C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que faites un tout petit tuto. Vous trouverez 1 milliard de tutos sur Internet pour monter une petite page web en HTML, CSS par exemple, pour le parti développement. Bidouillez un machin. Ça va vous prendre 1 heure, 1 heure et demie, le temps de faire le tuto. Vous aurez une petite page à la fin. Voyez si ça vous éclate. Ça, c'est un bon début. Ça, c'est un bon début perso. Avant de se lancer dans une enquête, d'aller embêter des gens, ou pas embêter d'ailleurs, la plupart du temps, vous ne les embêterez pas, mais avant d'aller avoir du contact avec des gens, bidouillez un machin. Voyez des trucs. Testez des trucs. Et ça, c'est un bon début. J'ai encore comparé nos métiers à des métiers très pragmatiques, mais si tu te lèves un matin et que tu veux devenir menuisier, ouais, tente de faire une chaise. Même si tu peux pas t'asseoir dessus, même si en vrai elle est moche ta chaise, même si, mais tente d'en faire une chaise et voici, ne serait-ce que le truc de travailler le bois, ça va t'éclater. Bah, pareil pour nous en fait. Là, je vais rebondir. Bélan qui nous dit j'y connais rien en informatique, mais rien de rien, c'est quand même jouable pour moi. Je pense qu'on est carrément dans ce qu'on parlait là. Exactement. Sans aucun problème. Alors, l'informatique, encore une fois, n'est pas notre métier. Alors, bon, ça dépend ce que tu appelles rien de rien. Si tu sais pas allumer un PC et que tu es incapable de lancer un navigateur, aller sur Twitch, web, ça va devenir fait des commentaires Twitch. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Ça devrait aller. C'est un bon début. C'est un bon début. Mais plus sérieusement, nous, on est une école. Et la plupart des écoles sont des écoles. C'est-à-dire qu'on n'attend pas à ce que vous ayez des compétences. On attend à ce que vous vouliez avoir des compétences. La nuance est gigantesque. Éventuellement un peu de culture, que vous ayez gratté le sujet. C'est sûr que si en entretien je vous demande qui est Mark Zuckerberg et que vous me répondez je sais pas qui c'est ce polonais, ça va être compliqué. Mais et encore, ça peut me faire rire comme réponse. Mais en fait, je n'attends aucune compétence particulière. Je m'en fiche complètement. C'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est que vous ayez envie d'avoir ces compétences. Et si vous avez envie d'avoir ces compétences, nous, on est là pour ça. Il n'y a pas de souci. On a 3 ans d'études, voire 5 ans d'études qui sont là pour vous donner toutes les compétences possibles. Si vous êtes curieux, ça passera. Et j'ai même vu, j'ai des belles histoires dans le passé. Là, l'exemple que je donne toujours, j'avais une nana adorable qui avait fait en fait un CAP cuisine avant. Donc elle faisait des brownies qui défoncent. Aucun problème. Par contre, non, alors là, l'informatique, c'était pas du tout son sujet. Le digital, c'est pas du tout son sujet. Et en fait, elle s'était lancée là-dedans avec une idée à la base, c'est qu'elle voulait monter son blog cuisine. True story. Elle voulait monter son blog cuisine et elle s'était dit qu'elle voulait faire ça bien et qu'elle voulait quand même avoir un métier de backup à côté. Parce que par contre, elle avait plus du tout envie d'être pâtissière. À la base, elle était un peu plus spécialisée en pâtisserie. Elle voulait plus de pâtissière du tout. Elle voulait monter son blog cuisine. Et du coup, elle s'était dit qu'elle allait professionnaliser ça. Et à la fin, elle a quasiment majoré, voire même majoré une spé. Et elle défonce. Parce qu'en fait, à la base, il y a un truc qu'elle avait comme compétence, c'est la capacité à bosser. Ouais. Et à bosser, à pétrir la pâte, comme elle disait, etc., etc. Et en fait, c'était ça qui faisait sa force. Bon, là, elle faisait du digital comme on aurait fait n'importe quoi d'autre, quoi. Est-ce que ça répond à la question? En tout cas, je pense que de toute façon, par rapport à... Enfin, je pense que les questions de Ziak et Béran ont été bien répondues. Et nous dans le chat si ce n'est pas le cas. Mais effectivement, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qu'on avait parlé aussi lors de la présente émission. On vient dans une école pour apprendre. On ne vient pas dans une école si on sait déjà. Ouais. Et c'est là, il faut... Et c'est là où même je vais parler alors pour une fois de notre école. Nous, on a une logique à l'EMI qui est, on forme des apprentis. Alors, des étudiants, évidemment, mais nous, on a une logique d'apprenti. C'est-à-dire que, quasiment au sens médiéval du terme, en fait, c'est-à-dire qu'on prend des gars, ils sont fils de forgerons, et en fait, ils veulent plus être forgerons, ils veulent devenir garde du village. Et nous, on se part du principe qu'on prend des petits gars ou des petites nanas, et on va les former de A à Z à nos métiers. Et quand je dis de A à Z, c'est on les prend... plus ou moins comme ils sont, et on va les accompagner de A à Z. Quand je dis de A à Z, il y a le côté technique, évidemment, on va leur apprendre le métier au sens savoir-faire du truc, mais aussi une forme de savoir-être, un réseau. On va leur apprendre à gérer la hiérarchie, à gérer les potentiels conflits, les non-conflits, comment est-ce qu'on se fait des potes, comment est-ce qu'on connaît des trucs, etc. etc. Et ça, c'est une philosophie d'école qui est très particulière à l'EMI, parce que nous, avant tout, on se voit comme... des professionnels qui essayent de fabriquer des professionnels. Avec tout ce que ça veut dire. Alors, le mot professionnel, c'est un mot très galvaudé en 2021, parce que ça a l'air d'être très corporate.
Nous, on a une vision très pragmatique du mot professionnel. C'est quelqu'un qui est capable de bosser. Et quelqu'un qui est capable de bosser, ça passe pas uniquement par des compétences techniques. Ça passe par un savoir-être, un savoir-faire, une logique, un réseau, une capacité, pourquoi pas à boire des bières, j'en sais rien, mais d'une manière d'être, de s'intégrer dans une équipe. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi faire partie, alors si ce n'est de la formation au sens littéral du terme, mais au moins de l'accompagnement qu'on va fournir à nos élèves. Voilà. Une autre question intéressante de EasyPack. Il dit ça, j'ai trop envie de faire une école, mais je n'ai pas les moyens. Quelles sont les solutions? Y a-t-il des bourses? Alors, c'est une super question. Oui et non. Alors, pour la première année, non, nous n'avons pas de bourse, et pour cause, nous sommes une école privée reconnue par l'État, mais une école privée néanmoins. Donc non, 8 000 €, c'est effectivement le prix de la première année. EasyPack s'est renseigné. Je dirais pas que je le regrette, parce que clairement non, mais ces 8 000 € sont dus au fait qu'on ne peut pas faire de première année en alternance. Alors c'est un parti pris d'école, techniquement on pourrait. Le seul problème, c'est que les alternances en première année, c'est un cauchemar, tant pour nos étudiants que pour les entreprises, que pour nous, que pour machin. Donc c'est quelque chose auquel, pour l'instant, on se refuse. Tu permets, je te coupe, parce que c'est quelque chose que moi j'ai vu souvent du fait des veilles que je fais. Je vois des formations qui proposent, on va pas le citer, mais des premières années en alternance. Alors je sais que toi et moi on en a discuté plusieurs fois, mais je pense que ce serait intéressant de parler, vu qu'on est dans une thématique d'orientation, pourquoi la première année en alternance, selon toi, n'est pas une bonne idée? Alors, la première année en alternance, selon moi, c'est rarement une bonne idée. Je vais mettre 3 raisons contre et une raison pour. Et après on reviendra sur la question de EasyPack, c'est juste pour faire une parenthèse. Tout à fait. La première année en alternance, le principal problème que ça pose, évidemment, c'est de trouver l'alternance. Et là, va y avoir 3 problèmes qui vont s'empiler. Bon, déjà, il y a le fait que c'est une galère de trouver une alternance quand tu as 0 expérience. Donc là, j'enfonce une porte ouverte. Mais comme tu arrives en première année, tu as 0 compétence, généralement. Tu as 0 expérience, tu as 0 portfolio, tu as 0 rien. Donc, des raisons pour lesquelles tu vas demander une alternance à un employeur, c'est-à-dire un salaire, hein, soyons concrets. Hein. Alternance, c'est un joli mot pour dire je vais être salarié de la boîte. Hein. Alors, ok, vous coûtez un peu moins cher, mais pas beaucoup, parce qu'en fait, vous êtes à 3/4 temps, et vous allez surtout coûter cher, entre guillemets, en termes de suivi, parce qu'il y aura un maître d'apprentissage qui va devoir trouver du temps pour ça, etc. etc. Donc, vous allez postuler à des boîtes en disant salut, je sais rien faire, ça vous dit pas de m'embaucher. Compliqué. Si à tout hasard vous saviez faire quelque chose, du moins suffisant pour pouvoir être embauché, bah du coup en fait pourquoi vous postulez pour une première année? Généralement si vous êtes suffisamment compétent pour vous faire embaucher parce que vous avez réellement des compétences, bah venez postuler en deuxième année, on discute, c'est envisageable. Voilà, c'est une possibilité qui existe. Tout à fait, qui existe. Deuxième raison pour laquelle l'alternance en première année c'est une mauvaise idée, parce que si on résume l'alternance à une problématique de pognon, et là du coup je vais me faire le plaisir de répondre à la même temps à mes questions, bah faites un prêt en fait les gars, vraiment faites un prêt. Financez votre première année à travers un prêt bancaire, je dis bien uniquement la première année, on verra pour la deuxième, troisième, mais faites un prêt. Parce que si c'est une question d'argent, allez bosser. Au sens littéral du terme, vous gagnerez plus d'argent qu'en étant alternant. Si vous sur voulez... le court terme. Sur le court terme, et même d'une certaine manière, alors sur le long terme non évidemment, mais si c'est une vraie bête et unique question d'argent, allez bosser. Sinon, faites un prêt étudiant et commencez à le rembourser à partir de la deuxième année avec l'alternance, etc. Et la troisième raison, c'est que même si vous trouvez une alternance en première année, je ne vois pas de configuration où on va donner à un première année incompétent, no offense, mais incompétent, des tâches suffisantes pour le former en fait. Donc globalement, ça va être une alternance, alors excusez-moi le terme, mais ça risque d'être une alternance bullshit. Il y a évidemment des contre-exemples à tout ce que je suis en train de dire. Hein. Il y a évidemment des contre-exemples à tout ce que je suis en train de dire. Je parle statistiquement et des choses que j'ai pu observer. Ça va être des alternances bullshit, où vous allez plus ou moins servir d'assistant, deuxième assistant à quelqu'un qui fera les trucs, et vous ferez des photocopies, ou vous le regarderez, etc. Et en fait, vous n'allez pas apprendre tant que ça. Et ça, c'est peut-être le vrai plus gros problème à l'alternance en première année, c'est qu'une alternance où tu n'apprends pas, tu perds juste ton temps. C'est juste un système financier pour financer des études, ce qui est cool, mais en fait, allez bosser. Hein, allez bosser. Donc en fait, pour répondre aux deux questions, pour répondre à la parenthèse et à la question de EasyPack,
c'est du coup les solutions passent par l'alternance, vu que à ce moment-là, le prêt puis l'alternance pour rembourser le prêt. Mais attention, prioriser une alternance en deuxième année. Oui. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une situation où bonjour, je ne sais absolument rien faire. Merci. Ce qu'on a à l'EMI, par contre, c'est une bourse de mérite pour la deuxième et la troisième année en initiale. Alors, on propose aussi de l'initiale en deuxième et troisième année, qui sont des années de triple spécialisation pour les élèves qui souhaiteraient continuer à apprendre du développement, du design et du marketing. Et dans ce cas-là, on a une bourse de mérite qui est attribuée à des élèves évidemment ayant des bons résultats et ayant une situation financière qui ne leur permettrait pas de financer la deuxième et la troisième année. Voilà en tout cas pour la partie argent. Bah attends, je vois là donc la question de Béran, de Bérande peut-être. Vous pensez quoi donc des formations en ligne, les e-books, Udemy, etc. Moi, si je devais répondre rapidement à ça en une phrase, je dirais que c'est ultra cool. Ça permet que tout le monde peut se former à distance comme ça, sur des sujets moult et variés. Cependant, il faut avoir la force de se former seul en ligne en lisant des trucs, en regardant des vidéos, des tutos. Moi, j'ai une réponse qui est marrante aussi. Vous pensez quoi d'apprendre la menuiserie, je suis toujours sur mon exemple de menuiserie, à travers des bouquins? L'exemple, il est complètement pareil. C'est ça. Si vous êtes tout à fait capable, il est tout à fait possible d'apprendre de la menuiserie tout seul avec un bouquin. Complètement possible, ou des tutos, ou n'importe quoi, ou des cassettes audio, si on revient il y a 40 ans. C'est tout à fait possible. Je vous le déconseille. Ou plutôt, si vous y arrivez, franchement, ça défonce. En fait, pour répondre à ça, je vais répondre autrement. Je pense que c'est un super complément. Je pense que la logique de ce qu'on va appeler du blend, c'est-à-dire quelque chose qui mélangerait des cours en physique et une formation complémentaire avec des vidéos, des bouquins, tout ça, c'est top et c'est même ce que je vous conseille. Mais au même titre que si vous étudiez, je sais pas, la psychologie en fac, la question serait, vous pensez quoi de lire des livres de psycho en étant psycho? Je vous le conseille, en fait. Je vous le conseille salement. En fait, je pense que la question qui était posée, on dira si je me trompe, c'est surtout, en fait, on a l'option d'avoir un cours online, certes, très spécifique sur une donnée. Et je pense que la question qui est posée, est-ce que c'est suffisant? Parce que du coup, c'est en contrepartie de ce qu'on propose, nous et d'autres écoles, bien sûr, qui est, et de ce qu'on parlait au début, avoir des connaissances un peu plus vastes. En fait, là, on est carrément dans un autre style de pédagogie et d'apprentissage. Bah, en soi, sur le web, tu peux trouver des formations très complètes, ou en tout cas différentes. Enfin, on va dire chacune d'elles va traiter d'un sujet différent. Mais à la fin, tu peux plus ou moins te former entièrement sur différents sujets, totalement à part. Cependant, moi après je dis ça comme ça, mais pour moi là où tu vas manquer de quelque chose, ça va être tout simplement d'accompagnement. Tu vas pas étudier, ou plutôt Bérande, c'est tu vas pas quelles sont les différences entre l'EMI ou une autre école à une formation Alors là, pour le coup, elle est absolument gigantesque. J'ai une phrase qui me vient en tête de Zino, notre directeur pédagogique. Qu'on salue s'il est là. Qu'on salue s'il est peut-être dans le coin. Effectivement. Lui, il a une vision du métier de prof qui est: mon métier, c'est de faire des cours, d'accord, tout ça, mais c'est surtout d'être là devant eux pour répondre à leurs questions. Et c'est souvent comme ça qu'il voit le truc. Il dit, bon, le côté cours, d'accord, ok, évidemment, mais un cours, ça remplace pas un mec à qui tu peux poser une question. Et le mec à qui tu peux poser une question, c'est ça le vrai sujet. Parce que, je vais reprendre mon exemple des livres, tu peux tout à fait te former avec des bouquins, juste tu peux pas appeler l'auteur. Enfin, tu peux, mais il va trouver ça bizarre. Tu peux pas lui dire, mais attends, dans la page 12 du bouquin, tu dis que dans tel langage, il y a ça qu'il faut faire, ça marche pas chez moi. Comment on fait? Voilà, il n'y a pas l'option de parler à quelqu'un en direct, on n'a pas le côté humain, on n'a pas le conseil, parce qu'au bout d'un moment, même si tu relis ou tu revois 100 fois la même chose, si t'as pas compris, t'as pas compris. Et puis, je vous invite à tester un exercice chez vous, toi-même, directement chez toi, si vous avez des proches. Essayez de leur apprendre à faire un truc sans interagir avec eux. Alors, vous testez un truc, vous écrivez un machin, c'est un truc auquel je m'amuse de temps en temps, vous écrivez un machin et vous dites, on fait un tuto,
Donc, on va apprendre à faire un gâteau et vous faites le tuto pour faire le gâteau. Je vous garantis, la chance de succès que le gâteau à la fin il soit bien, assez faible. Bon, évidemment, si vous faites un gâteau yaourt, ça va, mais si vous commencez à faire un truc un peu compliqué, bah, assez faible. Parce qu'en fait, former quelqu'un, ça passe pas du tout par des explications pragmatiques et rationnelles. Ça passe par s'adapter à 1, 2, 10, 20, 30, au-delà, c'est trop, interlocuteurs. Et ça, c'est super compliqué. Et c'est ça le vrai sujet. C'est surtout, qu'on parlait de compléments, ce sont des types de formations qui vont permettre de savoir une chose. Ouais. Mais du coup, en fait, dès qu'on va sortir de cette chose, là, c'est le néant. Parce que c'est ce qu'on parlait au tout début. On ne connaît pas le full développeur stack, on ne connaît pas le UX, on connaît tout rien. Donc, en fait, on est juste compétent à une chose en particulier. Mais après, on se retrouve complètement noyé. Donc, finalement, ça peut être un bon complément. Mais tout miser là-dessus, si vous vraiment voulez faire une carrière dans les métiers du web, ça risque d'être un peu juste. Je réponds à ta question, Ziak, tout de suite, parce que la réponse est très rapide. Tu étais dans un entretien téléphonique, tu m'avais dit qu'à partir de la 2e année en alternance, on ne paye plus les 8 000 €, c'est toujours le cas. Oui, carrément. Alors, alternance, on va démystifier le truc tout de suite. Alternance, c'est un joli mot pour dire 2 trucs. Je suis salarié d'une entreprise et l'État sponsorise mon diplôme. Alors, je dis bien l'État, parce que il y a souvent un truc qui est dit que j'aime pas trop, qui est l'entreprise paye ma formation. Alors, c'est un peu en partie vrai, oui, mais l'État, nos impôts, payent votre formation. En partie, en grande partie souvent. Et ça, c'est ultra important à avoir en tête. C'est pas magique, hein. C'est pas magiquement votre formation se retrouve payée par votre entreprise, pas du tout. Votre entreprise touche une subvention d'État pour pouvoir payer nous, l'école, salut. Et au passage, vous touchez un salaire, parce que vous êtes salarié, parce que vous travaillez. Donc non. Il n'y a plus d'histoire de 8 000 € ou de quoi que ce soit à partir du moment où tu es en alternance. En fait, pour être complètement transparent, la raison pour laquelle on vous demande 8 000 € en première année, c'est parce que bon an, mal an, c'est ce que ça nous coûte une formation en prof, en locaux, en écran, en truc, en machin, etc. Nous, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt gérer avec les entreprises, etc. Voilà. Là, on a une question de P20 Pleu. People, je dirais. Je suis lycéen et actuellement en bac STMG. J'ai peur qu'aucune école ne me prenne. Alors, on va revenir à la base de cet entretien d'orientation. Alors, moi, je vais parler pour moi, perso, Max, de l'École européenne des métiers de l'Internet. Je peux difficilement me prononcer pour les autres, mais là, on est vraiment sur mon corps métier, donc je vais parler pour moi. Moi, la filière, c'est pas un sujet qui m'exalte énormément par rapport à ce qu'ont fait mes gens avant. J'ai même envie de te dire un truc, si je dois faire des statistiques, je pense que des gens qui ont fait des filières un peu techniques, genre STMG, STI2D, ou genre de trucs, sont un poil plus pragmatiques que mes mecs qui ont fait L, LES ou S. Ce qui veut pas dire qu'ils sont meilleurs, ce qui veut pas dire que ils sont moins bons ni quoi que ce soit, ça veut juste dire que c'est des profils un peu plus pragma qui généralement ont eu un tout petit peu plus à faire au vrai monde, là où mes terminales, on va dire classiques générales, pour parler de l'ancien monde, eux ont souvent un côté beaucoup plus scolaire. Donc la terminale, c'est pas que ça m'intéresse pas, et évidemment, j'ai quand même une préférence pour des gens qui ont des bases en mathématiques ou qui ont des bases en logique plus qu'en mathématiques, mais ça veut rien dire. Louis est un exemple. Oui, Louis est un exemple. Tu as fait vaguement une terminale L de mémoire, Ouais, c'est ça? Carrément. Mais c'est pas mon sujet en fait. Moi, perso, en responsable des admissions, ça a arrêté de me fasciner ce que vous avez fait en terminale. D'ailleurs, un entretien d'admission, je pense qu'on va parler 2-3 minutes de votre parcours du lycée. Ce qui, je vais être très honnête avec vous, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas mon cœur sujet. Moi, mon cœur sujet, c'est vous venez d'où, vous avez fait quoi, vous jouez à quoi, vous mangez quoi, vous lisez quoi, vous vivez quoi, vous faites quoi sur Internet, c'est quoi votre utilisation, c'est quoi le métier dont vous rêvez. Ça va être le sujet beaucoup plus. Bon, évidemment, je vais regarder vos résultats de bac parce que ça va quand même m'indiquer. Je vais même pas vous dire que ça va m'indiquer votre discipline ou quoi que ce soit. Ça va m'indiquer si vous avez un profil très scolaire ou pas. Sans jugement. Je dis même pas que c'est bien ou mal.
Ça va juste m'indiquer si oui ou non vous allez être quelqu'un de très assidu en cours ou de choses comme ça. Ou si, justement, il va falloir vous prendre par un autre biais. En se disant, ouais, non, mais lui, il fait partie du célèbre profil du mec pour qui l'école, c'est pas pour lui. En vrai, il est pas fait pour ça, etc. Et ça tombe bien parce que nous, on est une école qui est pas fascinée du fait d'être une école. Nous, on est une école qui forme des professionnels. En fait, clairement, les entretiens, pour les avoir vus pas mal, si tu vois, c'est une histoire qui arrive, si tu vois que la personne n'a rien à faire ici, on va pas vous dire oui, venez pour venir, juste pour remplir l'école. Alors ça, je déteste. Ça, c'est pas du tout la. Ça, en fait, c'est un entretien, mais c'est presque une orientation, une session d'orientation. Ouais. Moi, c'est ma terreur, et je dis bien ma terreur, c'est que à la fin de l'année, il y a des mecs qui viennent me voir en disant mec, excuse-moi, mais tu m'as dit que c'était ça. Je suis évidemment pas fait pour ça. J'ai perdu 6 mois, 1 an. Le côté pognon, c'est pas du tout le sujet. Hein. Moi, mon sujet, c'est mon rêve à moi. En première année, on prend à peu près 120 élèves, jusqu'à 150 avec les rentrées décalées, etc. Mon rêve, c'est d'en diplômer 150. Hein. Si on y arrive, c'est top. Hein. J'ai accompli mon truc, on est tous contents, on boira du champagne à leur mise de diplôme, et franchement, c'est ça mon objectif. Donc, il n'y a pas de sujet sur ça. Sur le côté Parcoursup, je réponds tout de suite parce que Zinogla, Louis, a posé la question indirecte. Nous ne sommes pas sur Parcoursup, tout simplement parce que nous sommes une école privée reconnue par l'État et non une école publique ou des choses comme ça. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas sur Parcoursup. Peut-être l'année prochaine, on est en train d'y réfléchir et d'y travailler, mais voilà. Du coup, comment ça se passe les vœux Parcoursup pour l'EMI ? Bon, mettez ce que vous voulez dans vos vœux Parcoursup et vous postulez directement sur le site internet de l'école. Et ça sera le cas pour la grande majorité des écoles. Voilà. Et en soi, si quelqu'un, mis à part, parce qu'on a dit qu'on était vraiment dans l'orientation et non pas dans la prospection ce soir, si quelqu'un veut faire le métier du web, qu'est-ce qu'il doit mettre dans Parcoursup ? Alors, si tu veux, je peux répondre. Les métiers du web, il n'y a pas beaucoup d'écoles dans l'éducation nationale, donc c'est plus ou moins ce qu'on trouve facilement sur Parcoursup, parce que c'est principalement les écoles, on va dire, publiques qui apparaissent. Je sais qu'il y a les DUT MMI qui existent, donc ce sont des DUT métiers du multimédia et de l'internet. Voilà. C'est plus tourné audiovisuel que. Enfin, il y a de l'audiovisuel dedans également, donc c'est une autre direction que nous on prend ou d'autres écoles prennent, tu le sais. Cependant, il y a quand même un peu de base, je sais, en développement et en communication. Et voilà. Globalement, j'ai quelques étudiants en DUT MMI qui postulent, après 2 ans de DUT MMI, qui postulent pour une 3e année. Généralement, je leur explique que je préfère les prendre plutôt en 2e année. Parce que ils n'ont pas exactement le même rythme, ils n'ont pas exactement le même matériel, les mêmes profs, le même temps, les mêmes trucs. L'avantage d'être dans le privé, c'est que tu es dans le privé. Donc nous, on a plus ou moins les moyens de nos ambitions. Là où l'inconvénient d'être dans le public, c'est que tu es dans le public et que du coup, ils ont non pas comme nous 450 élèves à gérer, mais plutôt dans les 2000-2500. Et encore, je suis sympa. On va peut-être passer à la question de l'introspection. Alors, les alternances ne sont pas compliquées à trouver. Alors, j'adore cette question parce que on va l'éclater dans tous les sens. Sauf ce coup-ci, j'arrête de faire mon laïus sur ce que c'est qu'une alternance. Ça, normalement, j'espère que vous l'avez compris. Normalement, ça passe. Est-ce que les alternances, c'est dur à trouver ? Oui, non, peut-être. Ça dépend de ce qu'on appelle une alternance. Statistiquement, si je me penche brièvement sur le côté statistique, on est à 97-98% de taux de placement en alternance cette année, comme à peu près chaque année. On n'a pas une grosse différence au niveau du taux de placement. Donc, ça tend à prouver que non, ce n'est pas difficile de trouver une alternance. Clairement, ça se fait. Je vous dis pas que c'est facile dans la mesure où tu rentres dans n'importe quelle boîte et ils te prendront, mais en vrai, ça se fait. Ce qui, par contre, est difficile, c'est de trouver une bonne alternance. Alors, je vous ferai pas le coup du bon et du mauvais chasseur. Je crois que même cette blague, maintenant, elle marche plus sur cette génération. Je sais pas si Louis la comprend déjà. Ouais, voilà. Il faut avoir connu les inconnus, donc oui, je vous embête pas là-dessus. Je suis trop jeune pour ces conneries. Ouais, c'est ça. Non, mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne alternance ? Pour moi, perso, c'est un bon maître d'apprentissage. C'est-à-dire, à la limite, c'est pas tellement une question de boîte, c'est pas tellement une question de
taille ou même de secteur d'activité, c'est tomber sur quelqu'un qui va faire tiens, toi, je t'aime bien, viens, je t'apprends le métier. Alors, je t'aime bien, c'est vaste, hein, mais tiens, je vais t'apprendre le métier. Et The Tom Tom, excuse-moi, ça, je crois que lui, il a bien la référence. la galinette cendrée, merci pour cette référence. Effectivement, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une bonne alternance, c'est avant tout un bon maître d'apprentissage et une bonne relation avec ton maître d'apprentissage. Si tu tombes sur le gars ou la nana qui va se dire « Ok, toi je t'aime bien, viens, je t'apprends le métier », bah en gros, vous êtes tombé sur une très bonne alternance. Et c'est vraiment ça qui ferait la différence. J'aurais pas la même réponse, par exemple, sur un master, où là, on va être sur une alternance beaucoup plus orientée carrière, métier, stratégie, entre guillemets. Mais au niveau d'un bachelor, ce que vous voulez, c'est tomber sur un maître d'apprentissage qui vous apprend le métier, son métier, et avec qui la relation va être bonne. Parce que c'est lui qui, au-delà de l'entreprise, au-delà du poste, au-delà du salaire, même, et c'est un peu triste, même au-delà de l'école, c'est lui qui va vous conduire vers la vie professionnelle, au sens littéral du terme. Et qui va vous dire, bah écoute, moi, voilà, mon métier, le métier, c'est ça. Ça consiste à ça. Ça fait ça. C'est ça la logique du truc. Et ça va être ça qui va faire la très grosse différence entre une bonne et une mauvaise alternance. Ceci étant dit, nous, alors, en fait, je vais encore parler de l'EMI, mais nous, comme beaucoup d'écoles, on a un service dédié aux relations entreprises qui est là pour vous trouver des offres d'alternance, qui est là pour vous accompagner dans votre recherche justement de job, qui est là pour vous accompagner dans CV, lettre de motivation, voilà. La seule limite que je mettrais à ça, et encore une fois on est sur un avis personnel, moi j'aime pas du tout les écoles ou les logiques qui vous placent dans des entreprises, qui vous trouvent des postes pré-mâchés, parce que ça c'est la porte ouverte à des alternances bullshit, où concrètement il n'y a aucune relation avec votre maître d'apprentissage, et ça va juste être ce que je déteste, c'est-à-dire des CDI déguisés en alternance. Si vous vous retrouvez dans une alternance où vous n'êtes pas cadré, vous n'êtes pas coaché, on vous apprend rien, et on vous dit « Vas-y, il faut faire ça, démerde-toi, j'arrive dans 2 jours, je veux que ça soit fait, sinon t'es viré », franchement, partez. Du coup, voilà. Le bon alternant, c'est celui qui va dans son entreprise qui travaille, mais c'est un bon alternant, alors que le mauvais alternant, c'est celui qui va dans son entreprise qui travaille, mais c'est un mauvais alternant. Bah, la plupart du temps, il n'y a pas des mauvais alternants, il y a des mauvais maîtres d'apprentissage. C'est assez rare que je tombe sur de très mauvais alternants. La plupart de mes élèves, mes étudiants, mes étudiants, ce ne sont plus des élèves, la plupart de mes étudiants sont de bonne volonté. C'est très rare que je tombe sur quelqu'un qui est vraiment de très mauvaise volonté, de très mauvaise foi, qui en a rien à foutre, qui est là pour prendre une alternance et tant pis. C'est très 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 rare. Ça doit être un cas sur 500 à peu près. La plupart du temps, c'est des mecs qui arrivent avec une ambition de c'est cool, je vais être formé, je vais être machin, et qui tombent sur un bureau avec un PC portable et on lui dit vas-y, fais-moi le site internet. C'est arrivé. Bien sûr. C'est arrivé. Ça me rend fou. Oh. Ça, c'est les vrais sujets sur lesquels je m'énerve. Sur le mais comment ça a fait moi le site internet, mais non, mais il est alternant, il est apprenti. Non. Je pas dit que c'était juste une référence. Hein. Tu t'es vraiment lâché. Ouais, mais c'est important en fait que je réponde à ça parce que d'une certaine manière, l'image que tu viens de donner, EasyPack, à travers la blague sur le sketch des inconnus, elle est vraie. Et souvent, j'ai des gens qui ont cette image-là, que lui, ça s'est mal passé parce que il est nul, parce qu'il est con, parce qu'il est flemmard, parce qu'il est machin. Non. La plupart du temps, c'est non, parce qu'en fait, vous l'avez pas accompagné du tout. Et ça, c'est un vrai problème. Si je veux monter mon entreprise après ou pendant mes études, quel conseil donnerais-tu? Alors, c'est une super question que j'adore. Merci pour cette question, EasyPack. C'est pas qu'on va le faire membre premium. Hein. Tout à fait. Si tu veux monter ton entreprise pendant tes études, vas-y mollo, mais vas-y. Pourquoi vas-y mollo? Parce que, alors, le mieux que je te souhaite, c'est que ça explose, c'est-à-dire que ça marche très bien et dans le bon sens. Dans le bon sens du terme, évidemment. Sauf que si ça explose, ok, il vaut mieux que ça continue à exploser parce que, imaginons que ça explose et qu'en fait ça se ratatine et que tu te retrouves à niquer ta scolarité pour rien, c'est une mauvaise idée. Du coup, vas-y, mais vas-y mollo. Monte des trucs, monte des projets, mais pars toujours du principe que si ça commence à te prendre un mi-temps, ça pue. Ça pue en termes de temps de travail. Juste pour les utilisateurs de casque, je vais juste demander de faire attention aux sur la table. Ah,
Tout à Et, fait. et ensuite, on nous dit qu'il y a aussi l'incubateur chez nous par rapport à Tout à ça. fait. Alors, à l'école européenne des métiers d'Internet, effectivement, nous avons un incubateur qui est là pour accompagner effectivement les gens qui montent des projets et qui veulent développer leur entreprise ou leur projet d'entreprise. Donc oui, dans notre exemple spécifique, c'est le cas. Je sais que d'autres écoles, c'est le cas, mais en règle générale, moi, j'encourage toujours mes élèves étudiants, je vais y arriver, mes étudiants pendant leurs études à monter des machins. Alors le mot machin, je le prends au sens ultra large du terme. Machin, ça peut être un site internet qui parle de panda. Ça peut être devenir Twitcher Pro, ça peut être devenir influenceur sur YouTube, ça peut être monter, j'en sais rien, un site e-commerce qui vend des chemisettes spéciales dédicaces à deux de mes étudiants. Ça peut être monter n'importe quoi. Faire une petite application qui fait de la domotique chez soi, quand tu appuies dessus, ça ouvre les stores. C'est cool. Monter des trucs, bricoler des trucs, gérer des trucs. Et toujours bidouiller des machins. Parce que le vrai sujet de nos métiers, c'est ça. On aura beau rendre le truc très corporate, très lissé, donner des termes, des machins. Nous, on est des bricoleurs qui font des machins sur Internet. Hein. Et donc, plus vous ferez du bricolage en faisant des machins sur Internet, plus vous deviendrez des gens qui font ça. D'ailleurs, il y a 15 ans, quand nos métiers sont nés, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas tout ça. Nous, pour une grande partie de nous, on a appris nos métiers en faisant du bricolage sur Internet. Hein. Moi, tiens, mon anecdote est peut-être marrante. Moi, j'ai appris nos métiers en faisant 3 trucs. En vendant des machins par Internet, en étudiant des tutos divers et variés sur toutes les technos possibles qui m'amusaient, et 3, en gérant des guildes sur des jeux vidéo. Ouais, bêtement. Pourquoi est-ce que j'ai appris ce métier comme ça ? Parce qu'en fait, le carrefour de 3, ça faisait de simplement fabriquer du digital, du web, des machins, et à la fin, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas fait gaffe, mais je fais déjà ce métier, quoi. Et un jour, c'est devenu mon métier, quoi. Disait EasyPack, j'ai connu un pote qui lors d'un entretien d'embauche pour une alternance, on lui a dit qu'il intégrait le service informatique et montrait la base de données. Au final, il s'est retrouvé à être seul dans son équipe, sans aucun tuteur ou mentor, avec zéro connaissance, quasiment à part celle d'une première année de BTS, et ensuite on lui a mis la pression tous les 2 jours, il a démissionné au bout de 2 mois, quitte à perdre son école, il m'a raconté des anecdotes de fou. L'entreprise cherchait juste de la main-d'œuvre à tout faire à 600 €. Oui, voilà, ça c'est un grand classique. C'est pour ça que nous, on a 3 personnes qui s'occupent de vérifier est-ce que sont les alternances, comment font les alternants, comment sont traités les alternants, où en sont le niveau psychologique de nos alternants, etc. etc. Et puis surtout, dans l'exemple que tu cites, EasyPack, là, il y a un truc, c'est que des histoires comme ça, il y en a plein, mais souvent, le premier problème qui se pose, c'est que c'est l'histoire d'un mec qui avait une pression tellement dingue, soit de lui, soit de son école, soit de ses parents, pour trouver une alternance, qu'il a pris un truc parce qu'il fallait prendre un truc. Je suis sûr que si le mec, il avait creusé un peu, qu'on l'avait formé à faire un entretien d'alternance... Et orienté au passage, mais surtout formé. Moi, le truc auquel je tiens énormément, c'est qu'on forme nos étudiants à chercher une alternance au sens littéral du terme. Parce que, si tu veux, le mec qui s'est retrouvé là-dedans, ouais, il aurait pu poser des questions, genre, c'est qui mon maître d'apprentissage ? C'est marrant, vous avez l'air d'être tout seul et le service informatique, ça s'appelle un bureau avec un ordinateur. C'est pas un service, ça. Tu vois, ça, c'est le genre de truc qu'il aurait fallu détecter. Et c'est un vrai sujet, quoi. T'as parlé de parents, donc du coup, je pense qu'on va parce qu'on a tendance à s'éparpiller, mais parce que les sujets sont passionnants et vastes. P20 Play nous redit mes parents ne connaissent rien à ces métiers-là, comment je fais pour les convaincre ? Alors, je ne sais pas si le mot convaincre, il faut vraiment en soi, réfléchir sur lui. Je le comprends, le mot convaincre. Ah non, mais pour moi, il est très. Non, c'est justement. C'est justement le mot qui m'attire. Je le comprends, mais pour moi, c'est le cœur de la question, en fait. Je te la laisse, celle-là, je pense que tu es la personne de la situation. Tu veux que je raconte mon expérience personnelle, peut-être ? Ouais, je rebondirai là-dessus, j'ai des idées. Moi, je vais faire une phrase toute courte, mais d'une simplicité assez folle. Quand j'ai commencé Louis ne fait pas de phrases courtes. Quoi ? Louis ne fait pas de phrases courtes, nous le savons déjà. Oui, non, mais... C'est pas Veuillez cesser. Moi, c'est très simple. Quand j'ai voulu m'inscrire dans les métiers du digital, du web, et que j'ai dit ça à mes parents, ma mère a regardé le site internet de l'école, elle s'est renseignée, et à la fin, elle s'est retournée vers moi et me fait « C'est une arnaque !» Les métiers d'internet, c'est n'importe quoi, ça va mener à quoi, ça ? Non, l'internet, ça sert à rien. Ça sert à rien, enfin, internet, c'est quoi ? Il n'y a pas d'avenir, c'est juste pour jouer, ça. Alors,
à ce moment-là il faut apprendre un peu de pédagogie. C'est-à-dire, vous voyez ce que vient de faire Max là pendant 1h30? Vous faites la même à vos parents. Ah, mais vraiment, vraiment. Ça te fait rire, hein? Mais moi, c'est ce que j'ai dû faire. C'est ce que j'ai dû faire. C'est-à-dire, j'ai dû me poser devant ma mère, j'ai fait en fait, maman, il y a beaucoup d'argent dans l'internet qui tourne quand même. Hein. Jeux vidéo, films, musique, YouTube, Twitch, il y a beaucoup d'argent qui se balade. Tu connais Amazon? Tu connais Jeff Bezos? Je crois qu'il est un peu riche. Comme ça. Comme ça. Et après, ça a été de lui dire, mais en fait, ouais, bah ok, mais tu vas faire quoi? Tu vas pas devenir Mark Zuckerberg? Je fais, bah non, moi personnellement, j'ai pas envie de devenir Mark Zuckerberg. Je m'en fous de devenir Mark Zuckerberg. Tu peux essayer. Hein. Bon, il y en a, des gens, ils font, hein. Ils y arrivent très bien, très cool. Mais non, moi, ce que j'ai dit à ma mère, c'est, bah en fait, regarde, moi, mon objectif, ça va être de monter des projets. Et pour la blague, moi qui suis maintenant en 3e année, je crois que j'ai finalement réussi à montrer à mes parents de manière concrète ce que je faisais comme métier et qu'est-ce que je faisais comme truc. C'était lors de la dernière émission où je leur ai montré l'émission et je leur ai dit bah voilà, ça c'est moi qui ai fait. Regarde. Oh, c'est mignon. Ah ouais, vraiment. Il y a même ma grand-mère après, ma grand-mère elle a réussi à avoir le lien Twitch, elle est allée sur Twitch ma grand-mère, et elle m'a envoyé un message en mode je t'ai vu à la télé et elle était toute contente. Alors j'avais un peu de fierté mais j'avais envie de rigoler parce qu'on m'a dit à la télé, c'est pas vraiment la télé, mais voilà. Alors moi j'aurais une autre façon de répondre à ça. Même si tout ce que tu viens de dire est très vrai. En fait, bon, outre le fait de leur faire rationaliser ce qu'est Internet, alors il y a une technique qui est assez simple, hein, demandez-leur qu'est-ce qu'ils font sur Internet et demandez-leur si, d'une manière ou d'une autre, ils n'imaginent pas que c'est des métiers. Généralement, ça marche plutôt pas mal, mais surtout, en fait, le truc, c'est qu'il y a une frontière subtile entre une mode et une passion. C'est une frontière subtile, surtout quand on parle à des gens un peu jeunes, mais globalement, il y a deux phases quand on a une passion et que, entre guillemets, c'est une nouvelle passion. Il y a le moment où on est absolument à fond dans le truc et on parle que de ça, etc., etc. Et il y a le moment où on commence à faire des machins. Et le moment frontière où les parents commencent à considérer que non, mais en fait, en vrai, c'est son truc. C'est pas juste une mode. C'est le moment où les parents voient les résultats d'un machin. Ouais, c'est ce que disait lui. C'est ça. Mais avant d'en arriver là, il n'y a pas forcément besoin d'en arriver à une 3e année, c'est de convaincre les parents et de convaincre les gens, d'ailleurs pas forcément que les parents, ça peut être un conjoint, ça peut être des potes et choses comme ça, mais convaincre que on connaît le truc en question. Et que du coup, si vous vous arrêtez à l'argument de je veux faire ça parce que en fait je veux faire ça parce que je fais ce que je veux, ça non, mauvais plan. Par contre, ouais, mais en fait je veux faire ça, alors argument économique, mais surtout en fait j'aime bien ça, en fait j'aime bien faire ça, j'aime bien cette logique là, j'utilise ça, je suis là-dedans. Mes potes sont là-dedans. La logique veut ça. En plus de ça, c'est cool parce que je sais comment je vais chercher une alternance, etc., etc. Donc, montrez-leur en particulier que c'est pas juste une lubie, mais que vous êtes complètement renseigné sur le truc. Et deuxième astuce, encore plus simple, en une phrase cette fois-ci, ouais, passez-les-moi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est pas la première fois, loin de là, que tu fais des entretiens d'admission ou d'orientation avec des parents. Voire à des parents. Voire à des parents. Aussi. Ça, oui. Mais en plus de ça, j'aime beaucoup ça. Au début, j'étais un petit peu sceptique à ça, sur la présence des parents, ou l'absence, justement, ou le fait que mes parents me téléphonaient. Mais en fait, j'adore ça parce que, généralement, ça se passe toujours bien. C'est très, très rare où les parents sont des vrais réacs, etc. Mais ça se passe toujours bien. Et surtout, je sais que j'ai un allié dans le territoire de mon étudiant. Et que je vais avoir quelqu'un qui va être de notre côté et qui va l'aider. Pas lui dire, ah là là, voilà. Ouais. En fait, je pense que tout simplement, c'est ce que tu disais, on est dans une logique de dire, si même parfois nos propres étudiants, enfin futurs étudiants, ne connaissent pas très bien les métiers, imagine les parents. Du coup, je pense que c'est ce que tu dis, c'est aussi simple de lui dire, regarde, si on prend ça et que ça fait ça, moi je serai occupé de faire ça.
Et je pense que c'est la meilleure façon. Je propose, on répond à Zach et on va commencer à couper parce qu'il va bientôt être 9h. J'imagine que Ouais, Tout à donc, fait. plusieurs personnes ont faim, surtout. Alors, moi qui suis passionné de foot, de sport en général, est-ce que cette passion peut m'aider dans les métiers d'Internet? oui. Alors là, je Moi, je peux peut-être répondrais répondre moi personnellement parce que je crois que je suis le seul footeux. C'est vrai? des trois. Ouais. En plus, t'es Euh, mieux placé là-dessus. Allez, parle Alors de ton pour foot. le coup, je te dirais en fait, oui, parce que dans le football, c'est vrai qu'il y a la technologie prend de plus en plus de place. Alors non seulement on a le fameux VAR, etc., qui pour les connaisseurs est source de polémique, mais même au niveau du scouting pour le recrutement de jeunes promesses, au niveau des analyses des entraînements, des statistiques, tout ça, la technologie elle est de plus en plus implémentée. Je me rappelle, il y avait un entraîneur qui, par exemple, pendant un moment, avait ses Google Glass, aujourd'hui un peu disparu, mais en fait, le football est de plus en plus verru de stats, de ce joueur, combien de dribbles a-t-il réussi dans le match, combien de passes a-t-il fait, est-ce qu'il va bien rentrer dans mon équipe. Et en fait, aujourd'hui, le foot a besoin de la technologie. Donc du coup, moi, je dirais oui, carrément, parce qu'en plus, c'est vraiment le moment, et ça va être le moment de proposer. Il y a plein de personnes qui ont proposé des technologies à des clubs, dire voilà, nous on fait ça, ça nous permet d'étudier ça, ça, ça. Par exemple, pour ceux qui connaissent, on a je connais pas le mot en français, je suis le foot en espagnol, je suis désolé, mais on a une technologie qui permet de savoir si le ballon est rentré totalement à l'intérieur des buts ou pas. Ça, c'est quelque chose que quelqu'un a créé de son côté et qui est allé voir la FIFA et qui a fait écoutez, j'ai fait ça, est-ce que ça vous intéresse? Aujourd'hui, c'est implémenté. Voilà, c'est tout bête, mais quelqu'un devait le faire, quelqu'un devait y penser. Ouais. Donc du coup, moi, je dirais carrément, en fait, il faut arrêter d'avoir l'idée de que ça va juste être pour le web, pour le... Voilà, Goal Line Technology, merci. Juste pour ce que vous connaissez du web, comme disait Max, ça peut être ce qu'il y a dans votre téléphone, c'est juste de choisir un bouton, faire ça, et il y a des milliers, une infinité d'applications possibles. Donc, carrément. Alors, moi j'ai une autre réponse. Alors moi je suis absolument pas footeux pour le coup, mais j'ai une autre réponse qui est en fait très simple. Le fait d'avoir une passion à côté est un énorme avantage. Pour une raison très bête, c'est que tu sais déjà dans quel secteur d'activité tu as envie de bosser. Parce qu'il y a un paradoxe dans le web, c'est que c'est pas un secteur d'activité Internet. Internet, c'est un secteur d'activité dans un secteur d'activité. Et il y a un autre paradoxe, c'est que si tu veux travailler dans le foot, statistiquement, vaut mieux que tu fasses du web. Parce que dans la plupart des métiers passion, pour une personne qui pratique concrètement le métier passion, il y a 10 personnes qui sont en support auto, en particulier dans les métiers du web. C'est ça. Je vais prendre l'autre secteur que je connais, du coup vous l'aurez compris mieux que ça, le jeu vidéo. Pour une personne qui travaille dans le développement concret d'un jeu vidéo, il y a 10 personnes qui vont travailler dans le marketing. Dans le web, ce que tu veux. Dans le football, on retrouve, on a le footballeur, on a son agent, on a le staff technique, on a la direction, on a le scouting, on a l'équipe médicale, on a l'équipe marketing, l'équipe donc justement web, les réseaux sociaux, les journalistes, effectivement. Et sans même parler au-delà même du club en lui-même, les mecs qui font des commentaires sportifs sur Facebook en live, c'est un métier lié au sport. Mais par exemple, même sur Twitch, alors ça c'est par rapport à ma consommation personnelle de contenu, on les retrouve de plus en plus. Des gens qui sur Twitch vont proposer du contenu d'analyse de matchs de foot, d'analyse d'action, et c'est vraiment, on n'est plus dans simplement il a marqué un beau but. Non, on va comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et par exemple, on le voit même dans les répétitions. Aujourd'hui, on voit des répétitions de caméra sur 360 degrés. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc du coup, oui, comme le dit Zipak aussi, le film Le Stratège le montre. Il y a les statistiques qui sont très importantes. Il y a la créativité, il y a l'innovation. Et de plus en plus, c'est un monde global. Et en fait, ce que tu disais, Internet, ce n'est pas un monde fermé. C'est une sorte de grand poulpe qui a des tentacules absolument partout et dans le recoin le moins soupçonné possible. Après, pragmatiquement, des étudiants, moi je crois que j'ai 2 étudiants qui bossent au PSG. Tout simplement, tu vois. Ouais. J'ai un ancien étudiant qui bosse au PMU. Alors ça a l'air moins sexy, mais en fait en vrai c'est j'en ai d'autres qui bossent dans des trucs liés au sport. Je crois que j'en ai... Je vais pas dire de bêtises. Je crois que j'en ai un aussi à l'OM, je crois. Mais voilà, après j'en ai qui travaillent dans l'équitation, dans le sport équestre, etc. On n'avait pas un qui est parti à l'équipe. Si, tout à fait. Si, tout à fait.
etc. etc. En fait, le fait d'avoir une passion à côté de ton métier, à côté de nos métiers plus précisément, te permettra beaucoup plus de les réunir, ça c'est certain. Tout à fait. Bah, sur ça, si vous voulez, je vous propose de mettre un terme à cette 3e émission. À moins qu'il y ait une dernière question. Évidemment, c'est ce que j'allais dire. Tu peux l'enlever. Une question sur la dernière ligne. Quel métier font-ils dans ces équipes pour avoir une idée de métier faisable là-bas? Alors par exemple, si je te prends l'exemple de l'équipe, tiens, donc journal de sport en général, l'équipe ils ont un site internet. Et d'ailleurs ça a été l'un des... voilà. Et non mais l'équipe a été l'un des premiers journaux de sport à se convertir, on va dire, au digital et au numérique. Et ils ont des équipes complètes, que ce soit au niveau de la communication, de la rédaction des articles, de la réalisation de leurs documentaires, /interviews, commentaires, en fait, lorsqu'ils diffusent des matchs en direct. C'est des équipes très diverses. Donc tu vas avoir des rédacteurs, tu vas avoir des organisateurs, donc des chefs de projet, tu vas avoir des commerciales, des gens qui font tu vas avoir un community manager. Il y a un community manager pour l'équipe. Il y en a sûrement plein d'ailleurs. Sans doute beaucoup plus d'ailleurs, hein, avec un chargé de communication. Enfin voilà, c'est de grandes équipes très diverses. Après, et au sein des clubs, moi je connais pas personnellement les personnes qui travaillent. Je viens d'arriver à l'EMI assez récemment, mais on se fait pas une idée des noms des métiers qui se cachent derrière un club de foot. Et ceux et même des gens qui vont nous parler, qui vont eux-mêmes créer leur propre métier parce qu'ils ont fait une innovation, parce qu'ils ont fait une technologie nouvelle. Mais c'est surtout, moi je dirais, dans la technologie d'analyse de performance. Aussi bien des joueurs en place comme pour des joueurs à recruter. Ça peut être aussi au niveau médical, des technologies qui vont aider à mieux comprendre certaines blessures, à les prévenir, à les traiter. C'est ça qui est cool, c'est qu'en fait tout est possible. Après, pour reprendre mon exemple de mon étudiant qui travaille au PMU, lui, il est analyste de données. Voilà, c'est ça. Et donc lui, alors il est analyste de données, lui, son métier concret, c'est de recevoir un certain nombre d'informations d'un point de vue Paris et de les convertir en data exploitable pour que les chefs d'antenne locales puissent gérer cette information. Voilà. Donc là, c'est encore très, très, très spécifique. Qu'est-ce qu'on peut après, en règle générale, c'est des gens qui vont gérer la partie digitale de la partie sportive. Point. Alors, écoutez, je crois qu'il n'y a plus trop de questions. On a fait le tour. Ça fait 2 heures. Ce fut un plaisir. Je crois qu'on a battu le record d'émission. Oui, ça y est. Mais je l'imaginais. Sachant l'invité, je n'attendais pas autre chose. Oui, bah oui. Je fais du bruit. Mais c'était un plaisir. En tout cas, c'était un plaisir, ouais, carrément. Voilà. Donc, forcément. Je finis avec un petit message. J'invite tous les gens qui voudraient en discuter plus spécifiquement de leur profil particulier et de leur histoire particulière, à ne pas hésiter à me contacter directement par le site de l'EMI ou par mail max@emi.com. Sur nos réseaux aussi, ça marche. Sur les réseaux. Pas hésiter. J'aime bien prendre du temps pour découvrir un peu les histoires et faire de l'orientation. Chez moi, c'est étonnamment une passion, donc n'hésitez pas. On l'a remarqué. Ouais. Écoutez, merci beaucoup. Forcément, petit instant promo, on a une rentrée décalée à l'EMI actuellement. C'est vrai. Il fallait bien en parler. Donc du coup, pour rentrer, la rentrée c'est le 12 février, si je dis pas de bêtises. C'est complètement ça. La rentrée décalée, c'est quoi? C'est je n'ai pas choisi, je me suis trompé d'orientation de voie. Alors pour septembre, je veux trouver une autre voie, une autre orientation, je veux changer quoi que ce soit pour pas attendre à septembre, au prochain septembre. On peut commencer dès février, donc du coup, ce sera un peu plus condensé, un peu plus sportif, on va dire. Mais en gros, vous ne perdez pas l'année, donc n'hésitez pas à, pareil, regarder nos réseaux, voir notre site, ou tout simplement contacter Max Goldenberg. Bah ouais, n'hésitez pas. Voilà, merci à tous dans le chat. C'est un grand plaisir. Vous avez été super actifs, ça fait très plaisir. Et à la prochaine. Voilà. Les bisous. Bisous. Au revoir. Salut à tous. Ciao. Ciao.